Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour faire le format surprise, celui qu'on vous avait promis, un format d'interview. Et c'est l'interview T'es super, on t'adore. Et l'homme qu'on adore aujourd'hui, c'est Julien Casier, notre premier invité sur ce nouveau format. Julien Casier qui est le patron de la Gracie Bar à Paris, mandataire du podcast Mandal, entre autres, puisqu'il fait plein de choses dans sa vie. On aura tout le temps de le découvrir. Salut Julien. Salut à tous, salut, écoutez, je suis très content d'être avec vous. On a déjà eu l'occasion de bosser ensemble sur d'autres podcasts, donc c'était une bonne occasion pour nous de nous réunir. Et moi, j'ai répondu à l'appel tout de suite parce que vous savez que je suis un fidèle auditeur du podcast, donc c'est même un peu émouvant de me retrouver ici d'ailleurs pour une fois et de pas juste vous écouter. Mais c'est clair, mais c'est pour ça que le fait de te choisir toi comme premier invité, c'était vraiment le premier nom qui est sorti en fait, tout simplement. C'était sûr. Déjà parce que comme je te connais déjà maintenant assez personnellement, on va pas se mentir, donc déjà c'est plus facile à préparer, tu sais, pour une première, tu sais, ce tour de chauffe, c'est plus facile de le faire avec toi parce que déjà j'ai moins de recherche à faire, hein. On a déjà beaucoup discuté, donc je sais déjà un petit peu qui tu es, et là on va permettre aux autres de le découvrir. Et puis parce que je savais aussi que parmi toutes les personnes qu'on pourra inviter, tu fais partie de ceux qui a l'habitude aussi de cet exercice médiatique et donc d'être devant une caméra, de savoir parler, de savoir t'exprimer déjà. C'est déjà pas mal, tu vois, ça promet un bon épisode. Un petit peu. C'est vrai qu'on m'offre la chance d'avoir une tribune une fois de temps en temps sur Mandal, avant sur une autre chaîne. Donc ouais, ça m'a permis de pouvoir développer un peu ça, mais ça reste beaucoup moins régulier que vous deux et j'avoue que moi par exemple je m'écoute pas alors que je vous écoute vous. Je te cache pas qu'on s'écoute pas non plus. Ça arrive de temps en temps. C'est vrai que de temps en temps on s'écoute, mais c'est pour ça que la plupart du temps. Dis la vérité. Non, c'est vrai. Bien, tu te réécoutes 5-6 fois. Putain, j'étais bien là-dessus. Oh, la punchline que j'ai envoyée à Seb, elle était mortelle. Oh, c'est très bien. Attends, tu veux que je te dise, des fois il y a des auditeurs qui mettent des commentaires, j'ai même plus mes propres refs. Donc, des fois, ils me disent des trucs, je suis derrière le clavier, je dis, mais attends, qu'est-ce que c'était? Donc, s'il vous plaît, ceux qui me mettent un timecode quand vous me faites une ref, merci. Parce que, en fait, ça me permet de retrouver et de réécouter le truc. Parce que souvent, je suis là, je suis perdu. J'écoute mes rushs et en fait, je suis obligé des fois de repasser, le podcast en accéléré un petit peu pour savoir où est-ce que c'était pour pouvoir ne pas répondre une connerie, au moins. C'est par ça qu'il faut qu'on commence. Mettez des pouces bleus, mettez des likes. Faites monter l'algorithme de cette vidéo pour aider Tatami Connexion à monter dans les recherches et faire découvrir l'émission à d'autres personnes. Mais n'hésitez pas aussi dans vos commentaires à aider ce pauvre Jarod à se réécouter plusieurs fois après. Non, c'est vrai. Mais des fois, je prends du plaisir à réécouter. Tu sais, quand c'est vraiment des bonnes punchlines qui ont marqué les gens, tu sais, quand je réécoute derrière, comme le fameux Henri Sanrudo, tu sais, sans judo. Moi, je me suis surpris C'était la punchline du siècle. À me taper des bons moments de rigolade à vous écouter quand même, à vraiment rigoler tout seul avec mes écouteurs et j'étais c'est pas possible. Tant que t'as pas d'accident sur le vélo, vu que tu nous écoutes sur ton vélo la plupart du temps. C'est vrai. C'est le principal. Donc ouais, c'est un peu l'objectif de toute façon. L'interview, c'est nos interviews là, ça sera pas des interviews comme vous avez l'habitude d'entendre, c'est-à-dire où on va voir ton actualité ou quoi que ce soit. T'as pas de combat à préparer de toute façon. Ça y est, t'as déjà fait tes World Master, donc ça y est, t'as niveau combat. C'est bon, c'est passé. Non, l'idée c'est jusqu'à hier soir, je me tâtais à m'inscrire aux Europe Nogi. Et en fait, non, parce que j'ai trop de gars qui combattent et du coup, non, j'ai pas d'actu, je pense, avant. Allez, si je me laisse tenter, ça sera les World Nogi décembre. Mais pour l'instant, je suis tranquille. Je te comprends. Pour faire coach et justement, moi je fais plus athlète parce que coach déjà à plein temps quand tu as 10, 12, 13, 14, 15 élèves à gérer et que tu dois faire ta compétition à côté, c'est vrai que c'est pas évident donc tu peux pas être à 100% sur les deux. Donc c'est toujours au détriment de l'un ou au détriment de l'autre. Moi je me souviens d'une compétition où j'étais en train de combattre notre cher Rolly qui était sur le tapis d'à côté et j'avais fait le combat avant lui. Non, je le coachais avant de monter sur le tapis et en fait quand je suis monté, qu'on m'a appelé, tu sais qu'on est au centre du tapis, j'étais en train de continuer à le coacher avant de commencer à combattre parce qu'on était vraiment sur les tapis jumeaux quoi. Donc je m'en rappelle, on avait perdu tous les deux ce jour-là. Quel souvenir. Ah non, j'avais combattu contre Reynald Desplein. Ça te parle? Oui. Et donc Reynald Desplein qui attaquait les chevilles dans tous les sens à cette époque-là. Et en fait, j'ai pas perdu sur soumission, hein, mais c'était du à toi à moi. C'est-à-dire qu'il m'attaquait la cheville, il me renversait, je le renversais et ainsi de suite. Et il y a un moment où je l'ai pris en electric chair et il est resté en grand écart sur moi en fait pendant bien une bonne minute.
tu sais, où je pouvais pas le renverser, lui pouvait pas sortir. Un peu Gordon Ryan contre Philippe Pena, tu sais, cette situation un peu hybride. Et en fait, bah, il avait juste 2 points de plus que moi, et voilà, ça a fini comme ça. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, de notre passé, on en parle déjà bien assez dans les podcasts. Aujourd'hui, on est là pour te découvrir, toi. Femme. Et ta femme. Je fais la référence moi-même pour faire plaisir à Lionel, on va parler de ta femme aussi. Si tu veux, elle est dans la chambre à côté. Elle se fait discrète, la pauvre. Qu'est-ce que je lui impose? C'est un truc de fou, mais bon. C'est ce qui est écrit sur mon protège-dents quand je combats. J'aime ta femme. Ouais, bah alors là, ça y est, bah, tu prends. Bah, tu sais quoi, voilà. C'est pas grave, je suis pas obligé de prendre mes questions dans l'ordre. J'ai une de mes questions qui est d'où te vient ce côté provocateur? Parce que vous allez voir déjà que sur la vignette du podcast, j'ai mis cette photo parce que tu m'en as. Parce qu'il parle de mon image, mais quand j'ai choisi la photo, il m'a dit tu peux pas mettre celle-là. Il m'en a envoyé 15, il m'a dit tu fais ton choix dans celle que je t'ai envoyée. Et j'ai pris celle où il y a marqué Jujitsu is easy. Tu sais, le Jujitsu est facile. Son sweat comme ça. Et je sais qu'il y a ton protège-dents, j'adore ta femme parce que Anis a été traumatisé par ce protège-dents quand tu lui as roulé dessus en kimono la dernière fois qu'il est venu chez toi. Donc il disait à chaque fois qu'il me souriait, je voyais j'aime ta femme. Et donc ça l'a beaucoup marqué. D'où te vient déjà ce côté provocateur? En fait, je pense que c'est assez marrant, mais moi j'ai tendance à dire que quand vous combattez, on a tendance à avoir la personnalité des combattants à travers leur jeu. Et moi j'ai toujours été joueur. Voilà, moi j'aime jouer. Pour le coup, j'ai jamais été un combattant agressif ni méchant, mais par contre j'ai toujours été un combattant un peu joueur, un peu provocateur, un peu taquin. Et je pense que ça fait partie de ma personnalité en fait. Moi je viens d'un environnement quand j'étais plus jeune où on chambrait beaucoup, on taillait beaucoup, on échangeait énormément. Ça reste bon esprit, mais c'est vrai que parfois on peut aller loin et j'ai gardé ça en fait sur les tatamis. Et à partir du moment où moi par contre je respecte beaucoup mon kimono, je respecte beaucoup ma ceinture, j'ai pas de fantaisie sur tout ça. Ben j'ai cherché aussi à comment pouvoir jouer un peu plus à côté. Et donc ça s'est passé par le protège-dents, c'est passé par des bêtises comme ça. Mais ouais, globalement moi je suis quelqu'un de plutôt joueur en fait. Et je suis assez bah, t'as pu t'en rendre compte pas mal de fois. Moi je taille beaucoup et j'aime bien ce côté. Voilà, ces échanges, ça crée un peu de piment, ça crée un peu de dynamique. Et je pense qu'on a aussi trop tendance parfois à se prendre au sérieux. On a parfois ce rôle de prof, ce rôle de coach qui peut être parfois un peu gourouifié, où j'aime pas du tout ce statut-là. Et du coup, je pense que le fait d'être un peu taquin, de tailler un peu et de mettre un peu d'humour dans tout ça, ça nous permet de redescendre un peu, d'avoir les pieds sur terre et de pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais même en tant que coach, hein, de toute façon, aussi, tu peux tailler un petit peu. Tu sais, on a toujours, tu as du temps, toi aussi le vivre, hein, forcément, puisque tu t'as coaché peut-être même plus que moi sur les tapis. Mais quand tu as le coach d'à côté que tu connais ou l'athlète qui va affronter ton élève que tu connais, et c'est toujours des moments très très drôles où justement tu peux te lâcher un petit peu. Et puis des fois, même presque au détriment de tes élèves, tu sais, quand c'est le coach d'à côté que tu connais, où tu viens te vanner en même temps que tu coaches les élèves, tu sais, ça peut être un peu perturbant et pour le tien et pour le sien, tu sais. Moi, je suis connu pour ça, hein, bien heureusement ou malheureusement. Je suis connu pour tracher l'athlète en face, pour tracher le coach à côté, parfois tracher l'arbitre. Je sais que la CFJB m'a fait un gentil panneau depuis quelques années pour me demander de bien me comporter. Donc, mais ça reste bon esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien de personnel. Mais c'est vrai que si je peux déstabiliser un coach, un athlète, parce que je vais lui rentrer un peu dedans. Moi, j'avais été marqué par de façon un peu plus soft, mais par une interview de José Mourinho il y a quelques années, un entraîneur de foot, qui disait la pression, elle est pour moi. C'est à moi de prendre la pression, c'est à moi de prendre en fait tout l'environnement pour que mes élèves, mes athlètes, eux, ils puissent être le plus détendus possible et se concentrer sur l'essentiel pour eux, c'est-à-dire combattre. Donc c'est vrai qu'au-delà de mon côté taquin, mais puisque tu parlais de coaching, moi quand je coach, j'essaie de prendre beaucoup de lumière en fait et beaucoup de pression pour décharger mes élèves. Comme ça, après eux, ils peuvent se concentrer sur le reste. Les mauvais retours ou autres, ça va être pour moi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est même ce qu'il y a de plus important. Et puis enfin, d'ailleurs tu le sais, hein, comme moi et comme Rolly aussi, parce qu'il coach aussi. Mais quand on est sur le bord du tapis, on est limite plus stressé que l'élève. Enfin, tu sais, t'as le ventre qui tourne à 2000% alors que ton élève, tu sais, la plupart du temps, il est détendu. Enfin, t'as plein d'élèves qui sont vraiment tranquilles avec la compétition, alors que toi, en fait, t'es toujours stressé, quel que soit le combattant que tu vas envoyer, en fait. Mais c'est sûr, moi je dis pas que je stresse pas quand je combats, parce que j'ai beau en avoir enchaîné beaucoup, j'ai toujours une petite adrénaline. Et d'ailleurs, moi, c'est la raison principale pour laquelle je combats. D'ailleurs, c'est pour l'adrénaline avant le combat. Il n'y a pas très longtemps, on avait une table ronde avec Nissa Meksen, Cyril Diabaté et d'autres athlètes. Et on avait des enfants face à nous qui nous demandaient, à Chatou, je me souviens, qui nous demandaient pourquoi est-ce qu'on combat. Moi, je leur avais répondu, moi, je combats pour les 10 minutes avant le combat. C'est mon moment préféré. C'est le moment où le stress monte, ou ce que je préfère. Maintenant, donc ça veut dire que le stress, il est toujours présent. Mais c'est vrai que par contre, quand je coach, c'est sans commune mesure.
Je suis beaucoup plus stressé pour mes élèves, pour mes athlètes, pour certains qui sont des amis, parce que j'ai peur qu'ils soient déçus, j'ai peur qu'ils se blessent, j'ai peur des différentes réactions, j'ai peur de plein de choses. Et je suis toujours très, très stressé pour eux parce que je leur veux que du bien, en fait. Et à l'arrivée, ça me met toujours dans des situations où il m'arrive de perdre au moins 3 kilos et demi sur une journée de coaching. Oui, tu nous fais le joueur d'échecs. Ah non, 3 kilos et demi sur une journée de coaching, ouais, sans problème. Ah, j'en suis pas là, moi. Ah ouais, non, mais je me vois changer 3-4 fois de t-shirt. Ah, c'est fou ce que je transpire sur une journée de coaching complète si tu prends les France. Mais je finis complètement rincé la journée. En fait, ce que vous savez pas, c'est qu'il y a Julien qui fait des burpees pendant qu'il coach. C'est ça le problème. Non, mais tu cries, tu bouges, tu cours d'un tapis à l'autre, tu essaies de les rassurer, tu tournes un peu avec eux, tu commences à armer les bras, tu fais 2-3 mouvements, tu passes sur un tapis à côté, il faut que tu aies un mot pour chacun d'entre eux, que tu arrives à vraiment à toucher en fait la personne sur ce qui va en fait la déclencher au moment du combat. C'est hyper prenant en fait physiquement, et moi je sais que c'est beaucoup de stress, mais le stress ça veut pas dire négatif, c'est aussi parfois positif, c'est galvanisant. Mais c'est vrai que c'est des journées très très stressantes. Ouais, c'est stressant. Après, Rolly te le dira. Dans tes yeux, Jarod. 3,5 kg, moi, que dalle. T'es dégoûté. Hein. Moi, je prends même 500 grammes à 1 kilo, moi, tu sais, en mangeant mes sandwichs. Mais parce que, tu vois, la différence avec toi, c'est que moi, je prends le parti. Par contre, c'est une réalité, tu vois. C'est que chaque élève, dès presque le début de leur formation, entre guillemets, enfin, tu sais, leur première compétition, je les laisse en autonomie. C'est-à-dire que je suis là pour eux sur le bord du tapis. Je suis là pour les rassurer. Je suis là pour tout ça. Alors, je cours d'un tapis à l'autre. Mais par contre, tout ce qui est partie échauffement, préparation avant la compétition, étant donné que chaque élève est différent, tu vois, je les laisse se gérer en toute autonomie. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent tourner avant, il y en a qui ne veulent pas tourner avant, il y en a qui vont s'échauffer un petit peu, d'autres moins, d'autres plus. Et chacun doit apprendre à se connaître. Et je pars du principe que je veux bien t'aiguiller un petit peu au début, mais plus vite tu te connais, plus vite tu seras autonome et plus vite tu pourras te gérer. Parce que tu l'as dit, on est d'un tapis à l'autre, on court d'un tapis à l'autre. C'est vrai que des fois, tu es en train de finir de coacher, tu vois ton autre élève qui est sur le tapis à l'opposé, il va falloir que tu cours là-bas. Tu peux pas gérer l'échauffement en même temps. En plus, tu as la préparation d'avant-match. Donc, ils doivent apprendre à se connaître un petit peu quand même. Ce que tu fais, c'est que tu essaies de leur apporter ton expérience, en fait. Toi, tu es passé par certains moments, tu as un peu de vécu, parce que tu as coaché et tu sais ce que c'est. Donc, tu essaies, mine de rien, dans toute la phase de préparation, longtemps avant les compètes et le jour de la compète, de leur apporter ces petits tips, ou du moins de les empêcher de faire quelques conneries que toi, tu as pu faire par le passé, et donc tu sais très bien que ça va s'avérer complètement dévastateur pendant la journée de la compète. Genre, range-moi ce Red Bull tout de suite, s'il te plaît, et concentre-toi. Ouais, des choses comme ça. Range-moi ces laxatifs, Rolly. Oh oui, je ne veux pas savoir, s'il vous plaît. On n'est pas parlé de ça. On en a déjà parlé, c'est pour ça que je me permets, parce qu'on en a déjà parlé une fois, où on parlait tu sais, des cuttings et tout ça, tu sais, des erreurs dans le cutting. On avait raconté déjà cette anecdote, où elle l'avait pris la veille, sauf qu'en fait, le problème, c'est que c'est le lendemain que ça fait effet. Donc ouais, non, mauvaise idée. Pas de compète ce jour-là. Ouais, pas de compète ce jour-là. Oh mon Dieu, faites comme moi, n'ayez pas de problème de poids, puis tout va bien. Ah bah ça, écoute, moi, de toute façon, je me suis toujours pesé au poids où j'étais. Tu vois, je me prends pas la tête. J'ai fait une fois un cutting pour le premier naga, j'ai dit, ah, c'est bon, c'était le premier, c'était le dernier. Je venais, limite, je me pesais avec mes 2 kimonos, et puis advienne que pourra, quoi. Donc bon. Sinon, donc voilà, tout le monde l'a compris, t'es coach de jiu-jitsu brésilien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu, si on remonte un petit peu le temps, tu vois, c'est de savoir, Julien, avant le jiu-jitsu brésilien, qu'est-ce que c'est? Déjà, quelqu'un d'assez cortiqué, bac à 16 ans. Déjà, ça, voilà, tu me l'avais dit, donc je le ressors maintenant. Ouais, c'est parce qu'il va pas se vanter de ça, mais parce que c'est quelqu'un de humble. Mais voilà, sûr. bac à 16 ans. Et qu'est-ce que tu fais avant d'être dans le jiu-jitsu brésilien, même avant même peut-être de te lancer en tant qu'élève dans le jiu-jitsu brésilien? Est-ce que c'est déjà la première discipline que tu as fait? Est-ce que tu as découvert un autre sport de combat avant? Comment t'es venu au sport de combat? Un petit peu tout ça. Je pense, comme tous les gosses, j'ai touché un peu à tout quand j'étais petit, mais j'ai pas été encouragé par mes parents, de fait d'un contexte familial un peu particulier. Mais j'ai pas été encouragé par mes parents à faire du sport à proprement parler. J'ai tapé le ballon, j'ai joué au foot. Voilà, on jouait au foot en bas et j'ai fait ça pendant des années. J'ai eu quelques vaines tentatives de sport de combat vietnamien, mais très très rapide. Et j'avoue que honnêtement, le pyjama marron n'a jamais vraiment aidé. Donc, c'était pas mon truc. Et en fait, il se trouve que j'ai tenté en fait de faire du jujitsu traditionnel. Oh putain, avec les années de recul, comment j'ai pu faire ça? Mais j'ai tenté de Avec faire qui? ça pendant mes études. J'étais à Choisy-le-Roi. J'avais été voir le club de la ville, tout bêtement.
Et je m'étais fait recaler. Gentiment et conduit à l'entrée en me disant t'as pas fait de judo, tu comprends, tu peux pas faire ça, c'est trop compliqué pour toi. Sous-entendu, va faire un truc ailleurs. Je suis ok, pas de souci. Et il se trouve que moi j'étais étudiant et donc ouais, comme tu l'as dit, j'ai eu mon bac très tôt. Je suis rentré à l'école d'archi, j'avais 17 ans. Donc moi j'ai une formation d'architecte à l'origine. Et donc je suis rentré à l'époque à Charenton, à l'école de Paris-Val-de-Seine. On avait une partie sur Paris-Val-de-Seine, une partie sur Bonaparte à Paris, ce qui était aussi une bonne expérience pour moi à l'école parce que ça m'a permis de sortir de mon 94 natal. Et derrière, j'ai enquillé mes années, j'ai subi pas mal de réformes pendant mes études, puisque j'ai voulu à fait courte, mais en gros, on a fusionné des écoles, puis fusionné des programmes, ce qui fait que mes 2 premières années, j'avais, je sais pas, 17, 18 partiels par semestre. Et on fusionnait en fait différentes années. Donc j'ai charbonné pendant mes premières années. Et je me suis retrouvé à la vingtaine avec un taux de stress assez élevé, assez empâté, une croissance tardive, enfin bref, rien qui va. Et du coup, je Croissance cherchais en fait. tardive. Ouais, moi j'ai grandi tard. D'accord. J'ai grandi très tard parce que jusqu'à mes 16-17 ans, j'étais plutôt petit. Je suis 1m86 aujourd'hui, mais je crois que je dépassais pas le 1m60 à 16 ans. Donc, Ok. Ah ouais, voilà. pas mal. Et je me suis retrouvé en fait à avoir envie de faire du sport. Et un jour, j'attendais le bus à Choisy-le-Roi, station Rouget de Lille. Je me souviens très bien parce que j'allais de Charenton à ailleurs. Et je vois un panneau où il est indiqué Jiu-Jitsu brésilien dans la rue, dans un petit club. Voilà. Je me fais, mais c'est quoi ce truc? Jiu-Jitsu, de toute façon, je me suis fait recaler. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Brésilien. Le cliché parfait. Je me dis, je sais pas, j'y vais. Et je suis monté dans la salle. Et puis, j'ai été accueilli à l'époque par un ceinture bleu qui s'appelait Fauzi, qui est décédé malheureusement depuis, donc paix à son âme. Et qui m'a dit, ouais, tu veux nous rejoindre? Bah, écoute, pas de problème. Tu veux faire un cours d'essai quand? Là, je me suis fait, waouh, c'est quoi cette histoire? C'est vraiment l'histoire de j'ai vu de la lumière, je suis rentré, on m'a ouvert les bras, quoi. Et donc, je dis, bah écoute, pas de souci, jeudi. Et donc, j'ai commencé comme ça, sur un cours d'essai. À l'époque, c'était un club, en fait, c'était marrant parce que c'était un club qui était Gracie Barra, qui était géré par Aziz Chérigui. Mais où Aziz ne venait pas. Pour plein de raisons, je ne suis pas là pour juger les raisons pour lesquelles Aziz ne venait pas, parce qu'Aziz habitait Lieu Saint, il avait un métier, enfin voilà, Choisy-le-Roi, Lieu Saint, ça devait être galère. Et donc, il avait confié la responsabilité à un ou deux de ses élèves, dont Fauzi, de pouvoir, en fait, gérer le quotidien. Et du coup, j'ai commencé comme ça, en fait. J'ai commencé comme ça, à m'entraîner un peu en open mat pour la première année où je me suis rendu compte que j'avais un bon rapport poids-puissance et que ça se passait plutôt bien. Comme toute bonne ceinture bleue qui se respecte, j'avais beaucoup plus de force que de technique et de timing. Mais voilà, j'aimais bien le côté un peu convivial du truc. Les mecs étaient sympas. Donc c'est bien ce qu'on dit souvent quand on parle des académies, c'est que c'est un peu le côté convivial et l'environnement qui va faire qu'on va se sentir bien quelque part, plus que la technique au début. Je peux avoir John Danaher face à moi quand je suis ceinture blanche. Si l'ambiance est pourrie, de toute façon, je resterai pas. Et donc, c'est pour ça que je suis resté. Et puis, de fil en aiguille, le club s'est structuré. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Thierry Richvas, avec qui j'ai fait 6 mois. Et j'ai commencé à monter en puissance. Et à ce moment-là, j'ai rencontré en fait Lagarto, qui était un ceinture noire de la Gracie Barra, qui habitait en Angleterre, qui venait en Europe et qui faisait un stage. Je suis resté avec lui à discuter. Et j'ai rencontré mon prof de l'époque, Ratigno, qui m'a rapidement dit écoute, tu as un truc, si tu veux, en janvier, il y a les championnats d'Europe à Lisbonne, viens, on y va. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Championnat d'Europe, t'es mignon, j'ai même pas 2 ans de pratique, je fais que de l'open mat pour l'instant, enfin à l'époque j'appelais ça pas ça comme ça, mais je sais pas de quoi tu me parles. Et je me suis retrouvé au Portugal, à combattre en janvier, à croiser Roger Grécy et tous les autres. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai perdu en quart 0-0 contre Samuel Monin, qui est devenu un pote. Ok. Et Ouais. on s'est retrouvés tous les deux ensemble en quart de finale. Lui, il finissait sa carrière de footeux et il démarrait. Moi, j'attaquais cette nouvelle aventure. Et depuis, on est restés assez potes parce que voilà, on avait notre première expérience ensemble à ce moment-là. Et il se trouve que après ces championnats d'Europe qui étaient plutôt successful parce que j'ai gagné mes premiers combats, voilà, c'était pas brillant techniquement. Si je dois regarder derrière moi, c'était pas génial, mais bon, le game plan était pas dégueulasse. Une bonne garde fermée, et puis voilà. Gracie Barra style. Voilà, exactement. Mais tu sais, le maître m'a toujours dit, maître Carlos Gracie Junior m'a toujours dit, tu sais, quand tu seras vieux, que tu auras le dos complètement abîmé, c'est ce que tu feras à la garde fermée, tu feras pas de berimbolo, tu feras de la garde fermée. Écoute, moi j'ai fait ma carrière dessus, hein, donc je vais certainement pas le contredire. Encore une fois, comme très souvent, il avait raison. Et il se trouve qu'après les Europes, c'était 2005, Ratio me dit, on était au mois de février, il me dit, on part au Brésil. J'avais rien de particulier à faire dans mes études, à part un truc d'art plastique à repasser qui traînait. J'ai fait, bah vas-y, on s'en va. Et c'est comme ça que j'ai débarqué au Brésil et que j'ai commencé à évoluer.
Et en fait, l'histoire, elle a vraiment commencé comme ça. Comment je suis devenu élève? Mais par hasard, en fait. J'ai vu de la lumière dans la rue, j'avais pas vu un UFC, j'avais pas vu un sport de combat, j'avais pas Mhm. d'appétence particulière pour le truc, à part m'être faire caler. J'avais pas une disposition, en tout cas révélée physique au début, différente des autres. J'ai juste vu un truc, j'avais besoin de me sentir bien quelque part et d'avoir un groupe où on me dise, bah écoute, bienvenue et si tu as envie de tourner avec nous, bienvenue. Et ça a commencé comme ça. T'as épousé le lifestyle Jiu-Jitsu d'un coup, quoi. Exactement, exactement. Et après, tout est parti de cette histoire-là. Et c'est pour ça que moi, je suis aussi super reconnaissant par rapport au Jiu-Jitsu et que je dis souvent que je me sens redevable en fait par rapport à ça. Parce que j'ai vraiment senti que j'avais été bien accueilli à l'époque et que j'avais trouvé quelque chose. Et que je cherchais peut-être dans différentes disciplines avant ou dans différents environnements que je trouvais pas. Et ça correspondait aux besoins que j'avais au moment en fait donné et à ce qu'il fallait que je fasse. Et après, tout a découlé de ça, parce qu'après, je suis resté au Brésil, j'ai appris le portugais, enfin, on en parlera si tu veux. Mais là, j'ai commencé à combattre au championnat du monde. Ma carrière a commencé comme ça, en fait. T'étais ceinture bleue à l'époque. Je suis parti au Brésil, je venais de prendre ma bleue. D'accord. Ok. Ok. Ouais, C'est-à-dire, parce que tu quand m'avais. t'as fait les Europes, les premiers, là, t'étais ceinture blanche. J'ai fait les premiers Europes, alors attends, ça, il faudra que je vérifie. Je pense que j'étais bleu. J'avais dû apprendre en janvier, à vérifier. Enfin, je demande à Sam, tu sais quoi, pour de vrai, je m'en souviens même pas. Non, je pense que j'étais bleu, parce qu'à l'époque, les blancs, je combattais pas non plus. Oui, c'est vrai. Donc de mémoire, j'étais bleu. Non, j'avais pris ma bleue en janvier ou en décembre ou en janvier. Ok. D'accord. Ouais, donc Parce un qu'à tout début bleu, parce que. à l'époque, c'était 2005, c'était les deuxièmes championnats d'Europe. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de compète, on a des compètes toutes les semaines. Là, je suis sur le planning des gars. Je vais passer mes week-ends en compète, j'en ai même parfois trois le même week-end. Mais nous, à l'époque, où on a commencé des compètes, tu faisais les Worlds, après les Europes sont arrivés. Et si tu avais de la chance, tu avais un big qui se baladait parfois en Europe à droite à gauche, mais il n'y avait pas grand-chose. Mhm. Et donc, c'est vrai Oui, que bah, tu accélérais c'est peut-être. clair. Moi, j'avais peut-être été un peu accéléré sur la blanche, parce que si je voulais combattre aux Europes, il n'y avait pas le choix. Hmm. Ouais, maintenant c'est un peu c'est le même cas pour les enfants. Tu sais, les enfants ils peuvent Ouais. combattre en compétition qu'à partir de la grise, quoi. Il y a pas les blanches, il y a pas les blanches. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu venais prendre la bleue, pardon, ça veut dire que déjà t'as performé. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a dans le jiu-jitsu brésilien, t'as blanche, bleue, violette, marron, noir, et tu restes Ouais. longtemps dans une ceinture. Donc ça veut dire que quand tu affrontes une bleue, c'est pas forcément quelqu'un qui vient de l'avoir. Ça peut être quelqu'un qui a 2 ans ou même voire 3 ans de Ouais, bleu. complètement. Donc ça c'est important aussi. Moi, je prends ma bleue, donc 2004, je crois, fin 2004, du coup, ouais, fin 2004. Et je prends ma black belt juin 2009. Tu vois, Ok. ça a accéléré Ah après. oui, donc 6 ans et demi. formation accélérée, ouais. Ouais, Ouais, ouais. 6 parce que ans, 6 ans et c'est demi entre, direct. on va dire que c'est entre 8 et 15 ans pour une ceinture Ouais. noire. Allez, c'est 8 pour les. Alors 5 ans pour les vraiment performants. 8 ans, c'est 8-10 ans, c'est à peu près C'est une la moyenne. moyenne. Et après, tu as des profs qui, soit les mecs sont moins bons, ou soit les profs qui sont un peu plus durs, où là, tu peux pousser 11, 12, 13 ans avant d'avoir une ceinture noire. Surtout à l'époque où on a commencé, où il y avait cette mystification de la ceinture noire, où et puis t'avais pas aussi le réseau aussi carré qu'aujourd'hui. Enfin, tu vois, Mm. pour pouvoir passer tes grades, il fallait que tu trouves un référent, il fallait que tu aies une connexion avec le Brésil ou avec les États-Unis, et donc c'était un peu plus compliqué pour faire passer des grades à l'époque, pour Bah, en atteindre en tout fait, cas la ceinture noire. moi, j'ai pris toutes mes ceintures avec Maître Carlos. Mes deux derniers Dan, je les ai pris avec Brolio, Estima et Victor Estima. Mais sinon, toutes mes différentes ceintures, je les ai pris avec Carlos. Je prends ma bleue dans la foulée des Worlds. Attends, excuse-moi juste un instant. Je prends la bleue dans la foulée des Worlds parce que je fais 3 cette année-là en 2005. Je prends le podium sur ma première participation. Et je crois que je sors en quart ou en demi aussi en absolute. Ouais, Ouais. Ça ouais, reste des mais t'as passé performances. tes grades. Comment? Ça reste des bonnes performances. Pour l'époque, ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, par exemple, là, je fais l'ancien quand je dis ça et c'est toujours drôle, mais quand je combats en bleu au World en 2005, j'ai 8 tours. Oui, Il y a quoi? Il y ouais, a c'est une clair. dizaine de tableaux au Brésil. En plus, c'était à Tijuca encore à l'époque. Je vais les chercher à Tijuca directement. Et tu me disais que quand tu es parti au Brésil, tu t'es retrouvé. Parce que tu m'as dit que tu avais appris le jiu-jitsu brésilien au Brésil et tu Ouais. avais appris le grappling aux États-Unis. Mais au Oui. Brésil, tu m'avais raconté la petite anecdote où tu as appris le portugais un peu sur le tas. Hmm. C'est Hmm. avec le père d'un de tes potes où il t'a laissé dormir chez lui et il parlait pas ni français ni anglais. En fait, quand j'ai débarqué au Brésil,
mon professeur de l'époque, Ratigno, qui a ses qualités et ses défauts. Voilà. Moi, je ne reviendrai pas sur ça parce que je lui dois en fait ma présence aujourd'hui, je lui dois beaucoup de choses, donc je suis éternellement reconnaissant et je dirai jamais le mal de lui, malgré certains comportements qu'il a pu avoir avec certaines personnes. Mais c'est vrai qu'il a ce côté aussi un peu détaché, on va dire. Et quand je suis arrivé au Brésil, au départ, il n'était pas venu me chercher à l'aéroport. Oui, du moins, il a fini par arriver, mais c'est un peu rocambolesque. Et en fait, il était très occupé sur place, il ne pouvait pas s'occuper de moi, donc il m'a confié à son père. Et en fait, son père était pasteur, mais on va pas revenir sur le côté pasteur. Donc, en fait, il s'est dit que la meilleure chose à faire pour que j'apprenne et pour que je vive localement, c'était de me traîner un peu partout. Donc, il m'a ramené au champ de course, au bar. J'ai fréquenté les salles de jeux de biche, jogou de biche, c'est le bingo local qui est complètement interdit maintenant d'ailleurs. Il m'a ramené dans les restaurants, enfin voilà, un peu partout. Voilà, je me suis baladé. Ce qui fait que j'ai appris très vite le portugais parce que de toute façon, si tu veux boire, manger, dormir, tu as intérêt à vite maîtriser la langue. Et j'ai appris le portugais, donc non pas de façon scolaire, mais de façon locale, avec beaucoup d'argot et une grammaire locale. Donc ça fait beaucoup marrer maintenant les Brésiliens quand ils me parlent parce que j'ai gardé l'accent, j'ai gardé l'argot et toutes les expressions. Mais j'ai appris le portugais. Est-ce que c'est pas le meilleur portugais? Ah, mais pour le coup, moi, c'est devenu hyper usuel. Et en fait, une fois que la dynamique elle s'était engagée, après, j'ai pu apprendre tout le reste. Et je l'ai appris sur les tatamis, je l'ai appris. Et en fait, je suis parti d'un principe, c'est que comme je vivais là-bas, j'avais besoin de m'intégrer et que la meilleure façon de m'intégrer, c'était de m'intéresser à la culture, au pays, à la langue. Et que tant qu'à faire, eh ben, autant apprendre. Donc, je me suis vraiment immergé complètement pour apprendre. Ok, quand tu dis que tu vivais là-bas, t'es resté combien de temps là-bas sur ton premier voyage? Sur la première année, on est arrivé à février, je suis reparti septembre-octobre. Je suis revenu dans la foulée, genre un mois et demi plus tard, on a fini l'année. Au total, entrecoupé comme ça, on a dû faire, je sais pas, 2 ans et demi. Ah, c'est pas mal. Tu vois, revenir quelques mois, revenir 1 ou 2 mois, repartir 6. Et t'as passé, quand tu repars du Brésil la dernière fois, t'es quel grade? De mon dernier grade au Brésil, attends, j'ai passé ma bleue, je l'avais déjà. J'ai eu ma violette au Brésil. Je prends ma noire avec ma marron avec le maître. J'ai combattu au Brasileiro après en 2007 en marron. Et je prends ma noire en 2009, mais l'Académie avait déjà déménagé aux États-Unis. Donc marron. D'accord. D'où la transition grappling aux États-Unis. C'est Exactement. Ça. C'est qu'après, tu as découvert le no-gi là-bas plus. Ouais, beaucoup plus là-bas, parce qu'en fait, après, la Gracie Barra a migré une grosse partie de ses activités sur Irvine et Los Angeles dans les années 2009, avec une vocation de pouvoir développer aussi la fédération. À ce moment-là, la fédération a déménagé aussi. Et du coup, c'est là qu'on a commencé aussi à développer la relation beaucoup plus forte avec les États-Unis. Et depuis, on y va énormément. D'accord. Ok. Et c'est là que la couverture s'est faite et que d'un seul coup, la curiosité aussi vers la réadaptation nord-américaine s'est faite. C'est là que c'est devenu aussi assez drôle parce que ça a été une vraie. Je dis pas que je m'en croûtais un peu, mais c'est-à-dire que j'ai peut-être eu tendance un peu à un moment donné à me reposer sur mes lauriers et sur des bases d'un jiu-jitsu un peu old school et la redécouverte de cette vision nord-américaine avec l'intégration du grappling, de la lutte, elle m'a permis de me poser beaucoup de questions sur mon jeu, de le redynamiser, de le réorienter sur les jambes, ce qui m'a permis de faire d'ailleurs 2 belles années en ceinture marron, qui m'ont elles aussi conduit sur les podiums des Worlds. Et derrière, d'avoir une vision un peu plus ouverte des choses et beaucoup plus globale. Donc non, c'était très cool aussi. Moi, je suis toujours parti du principe qu'il fallait au contraire embrasser l'évolution et accepter l'évolution et pas du tout être réfractaire à ça. Parce que finalement, après, on la pratique pas, mais moi, je suis quelqu'un de très curieux et je suis toujours intéressé par ce qu'on peut développer. Après, encore une fois, on n'en garde que le meilleur et on met de côté ce qui n'est pas intéressant. C'est comme si on parlait de Gordon Ryan. Je vais garder le jiu-jitsu, je vais laisser l'échangisme et le dopage de côté. Quoi? Il est échangiste? Sans déconner. C'est même pas il se dope. Quoi? Il est échangiste? Quand tu vois sa marque de tongs, là, t'as tout compris de toute façon. Ouais, no comment.
Mais donc, alors attends, toi, c'est marrant sur ce que tu dis, parce que tu sais, il y a tout un débat. On devait faire un épisode d'ailleurs qu'on n'a pas fait là-dessus encore. Peut-être qu'on le fera un jour sur l'American Jiu-Jitsu. Tu sais, parce qu'il Ouais. y a le Jiu-Jitsu brésilien, tu as l'American Jiu-Jitsu. Donc là, de la manière dont tu nous parles, en fait, vraiment, tu l'as ressenti qu'il y avait une patte américaine qui s'est mise sur le Jiu-Jitsu brésilien. Bah, de toute façon, aujourd'hui, alors après, moi, je suis pas un fan de l'expression American Jiu-Jitsu. Je sais que même chez moi, au sein de la Gracie Bar à Paris, il y a des courants d'American Jiu-Jitsu et je salue Max et tous les gars. Maintenant, pour moi, je suis assez en accord avec ce que la fédération a fait, c'est-à-dire d'enlever le mot brésilien du titre. Il y a du Jiu-Jitsu tout court. Je pense que peu importe qu'il soit développé aux États-Unis, au Brésil, en Europe, parce qu'on pourrait voir un courant de pensée très européen maintenant. Dans ce cas, ça nous conduirait à penser que John Danaher fait-il de l'American Jiu-Jitsu ou l'intégration d'anciennes techniques de Kosen Judo et japonaises redéfinirait-elle le nom. Enfin bref, tout ça, c'est du verbiage et du marketing. Pour moi, à l'arrivée, il y a différents courants de pensée dans le Jiu-Jitsu, mais qui sont tous liés à une même racine et un même objectif. Donc, si tu veux, pour moi, le débat sur le marketing, il est plus lié à des guerres d'ego et de promotion que des guerres de technique. Maintenant, je suis assez d'accord sur le fait qu'en effet, chacun des pays en fait, dans lesquels le Jiu-Jitsu est arrivé l'a enrichi. L'a enrichi de ses propres techniques, l'a enrichi de ses propres origines et a permis en fait au Jiu-Jitsu d'évoluer et justement de grandir et de grossir. Mais c'est ce qui fait qu'on aime autant le Jiu-Jitsu en fait. Moi, je travaille pas mal avec des athlètes en MMA et autres qui boxent, qui font ce que tu veux. Ils me disent tous la même chose. Ils me font en Jiu-Jitsu, l'avantage par rapport aux autres disciplines, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Le sport est en constante évolution parce qu'il se nourrit beaucoup de l'extérieur. Il se nourrit, il se développe, il évolue et il grandit. C'est vrai qu'il y a des disciplines qui ont tendance à se scléroser et à se fermer, ce qui n'est pas le cas du Jiu-Jitsu. C'est intellectuellement, c'est pour ça que c'est aussi intéressant, c'est hyper riche. Il y a un quotidien qui fait que derrière, tous les jours, tu apprends une nouvelle technique. Moi, en tant que prof, je peux continuer en fait à maintenir un rythme intellectuel et à continuer en fait à me nourrir parce que j'apprends des trucs tous les jours. Moi, après qu'on l'appelle américaine, japonaise, brésilienne ou ce que tu veux, dans le fond, je m'en fous un peu. C'est qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me permet de développer mon jiu-jitsu? Est-ce que ça me permet de me développer en tant qu'athlète, en tant que prof et en tant qu'homme? Et est-ce que derrière, ça permet à mes élèves de gagner? Dans le fond, le reste, ça reste des guerres de réseaux sociaux et de marketing. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que effectivement la discipline elle évolue année après année, parce qu'on est plus à la 3.0, on est à la 4 ou 5.0 déjà. Mais c'est parce que il y a eu un choix là récemment quand même de la Fédé de réouvrir le champ des possibles. Tu vois, je parle notamment au Nogi avec l'autorisation du knee ripping et de la clé de talon. Tu sais parce que pourquoi les arts martiaux en fait se sclérosent à un moment, c'est parce qu'au bout d'un moment ils épurent la discipline par le règlement. Le fait et c'est ce que commence à faire un peu le jiu-jitsu brésilien. Hein. Parce qu'il y a eu un moment où ça commence à être ça. Alors il faut tourner dans tel sens, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et là, tu sens qu'il y a eu un peu machine arrière grâce au gala, grâce on va dire aux organisations annexes, parallèles, qui fait que pour continuer à attirer du monde, comme ça reste quand même un sport marketing, ça reste un business, c'est une entreprise, l'IBJJF, ils ont réussi à faire un peu ce chemin, à 180, enfin ce retournement à 180 degrés, ce qui fait que derrière on continue à pouvoir évoluer, quoi. Complètement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on aurait pu basculer à l'image de certaines disciplines comme le judo et autres sur une sorte de fermeture et une épuration ultime des règles en vue de minimiser les risques et d'augmenter la télévisualité de la discipline. C'est vrai que aujourd'hui, le jiu-jitsu, c'est difficile à regarder pour quelqu'un qui est néophyte complet du fait de sa complexité et de ses positions. Donc je pense que certains auraient très certainement eu envie de l'épurer un peu à un moment donné. Mais dans le fond, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport et de cette discipline, c'est justement toute sa complexité. Et quand on embrasse en fait le jiu-jitsu, on embrasse sa complexité avec, pour moi. Et je suis d'accord que les petites ouvertures de règles qui ont été un peu forcées, poussées, acceptées, on peut le voir comme on veut, du fait des différentes ADCC, maintenant récemment CGI ou des différents galas, font que ça a pu permettre d'évoluer. Ouais, je suis d'accord, c'est l'ouverture pour les black belts et les brown belts de la clé de cheville à gauche ou à droite, le fait de pouvoir ripper, accepter en fait le cross-hachi, ne plus remettre en question. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont plutôt sympas et qui permettent de pouvoir faire évoluer la discipline, qui sont un cauchemar en tant que prof parce qu'il faut les expliquer après aux élèves, mais ça, c'est un autre sujet. Et petite question annexe là-dessus. Pour ou contre le fait d'étendre les règles en kimono ou pas? C'est les mêmes règles. C'est de clé de talon, knee ripping et tout ça. Je suis assez d'accord sur le fait que le knee ripping, j'ai rien contre en kimono, personnellement. Maintenant, le e-look en kimono,
c'est quand même très compliqué dans la mesure où il n'y a pas de possibilité de heel slip, il n'y a pas de possibilité de sortir la jambe ou autre du fait de la friction du kimono. Et ça, faut pas l'occulter non plus. C'est-à-dire qu'il est très facile quand tu es en nogi de pouvoir sortir parce que ça glisse. Il est très difficile en kimono de pouvoir le faire. Donc, je suis pas en désaccord avec le fait de pour l'instant maintenir cette espèce de statu quo entre les deux et de se dire qu'après tout, il faut quand même avoir cette petite différence parce que si tu te retrouves avec un lapel, contrôle ou quoi que ce soit, ton e-look, c'est plus la même chose, quoi. Mais n'oublions pas qu'il faut aussi préserver la santé et la sécurité des athlètes et que comme ils n'ont pas tendance à le faire tout seuls, faut qu'on le fasse pour eux. Et inversement, tu sais, c'est pas non plus facile d'attaquer une clé de jambe quand on peut saisir une manche, tu vois, de la même manière, tu vois. Bon, il y a ça aussi, parce qu'il faut voir le pendant inverse. Mais c'est pour ça que, avec le temps, moi, je me dis, et j'en parle souvent avec Rolly, c'est que pour moi, le no-gi et le gi deviennent petit à petit deux disciplines différentes, quoi. Où il devrait même y avoir des grades no-gi, des grades gi, tu vois, et ça peut être une évolution aussi. Est-ce qu'on n'y viendra pas? Là, pour l'instant, moi, je suis un peu sceptique de ça parce que je considère c'est la même discipline et qu'en fait, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui fassent que du no-gi ou que du gi. Je sais que c'est une tendance, hein, mais moi, je pars du principe que moi, je fais 50-50. Je fais autant de gi que de no-gi et que les deux disciplines s'enrichissent. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une réflexion que j'avais suite au CGI où je regardais Levi Jones. Et habituellement, on a tendance à voir des gens qui font du no-gi en gi. Et en voyant Levi Jones, c'est une des premières fois où j'ai pu constater quelqu'un qui faisait du gi en no-gi. La réintégration du lasso et tout ça. Et en fait, il a pu montrer que c'était possible. Donc pour moi, en fait, ces deux disciplines, elles peuvent se nourrir l'une de l'autre. Et j'ai peur qu'en les splittant, on perde la richesse de la position. Et qu'on épure. Ouais. Et là, du coup, on se retrouve à l'épurer. Après, je pars du principe que tu peux faire, tu peux te nourrir de l'une de l'autre sans avoir. Enfin, tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Tu peux faire du lasso, apprendre à faire du lasso en no-gi. Je dis une connerie, hein, mais en tenant la main, enfin, je dis une connerie qui n'en est pas une. Tu vas tenir le poignet ou tu vas tenir les doigts et tu vas faire du lasso ou tu vas faire, peut-être pas le lasso, mais en tout cas de la spider, tu sais, mais tu peux l'apprendre directement dans la discipline. C'est-à-dire que même si c'est nourri, est-ce que t'es vraiment obligé de passer par le kimono ou passer par le no-gi? Tu vois, ou est-ce que tu peux, en fait, faire évoluer le style aussi, faire évoluer le style? Là, c'est un débat de prof. Après, c'est ça. Là, on pourrait faire des longs podcasts, toi et moi, là-dessus, parce que c'est vraiment des débats pédagogiques. Et c'est très bien qu'on les ait, ces débats-là. Il faut qu'on les ait. Il faut qu'on les ait, parce qu'à partir du moment où on les a, ça veut dire qu'on se pose les questions. Et qu'à partir du moment où on se pose les questions, ça veut dire qu'on a envie de faire évoluer les choses et qu'on n'est pas réfractaire, en fait, à une évolution. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand j'entends des gens dire non, il faut que tu passes la garde, arrête avec les clés de jambes, c'est pas du jiu-jitsu. Parle à ma main. Là, on va pas s'entendre, toi et moi. Parce que pour le coup, si c'est du jiu-jitsu. Il n'y a aucune raison de dire des bêtises pareilles, ça reste de la foutaise. Et ça, pour le coup, moi, ça m'inquiète. C'est quand j'ai des pratiquants qui sont réfractaires comme ça, et notamment des gradés qui sont réfractaires, ça m'inquiète aussi beaucoup sur leur état d'esprit pour la suite. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Toi, Julien, tu fais 50% de Kim, 50% de Nogi. Mais tu as fait ça dès le début? Non. C'était moi, que du Kim au début. J'ai été élevé dans une culture de kimono, où on disait, on enlève le kimono pour préparer les compètes. Tu vois, il y avait cette culture-là. Maintenant, moi, je l'ai complètement enlevé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, je rentre des Worlds là, j'ai toute l'équipe qui se prépare pour Rome. Moi, j'ai enlevé le kimono depuis le début depuis mon retour et je fais quasiment que du sans kimono. Cette semaine, la semaine prochaine, je pense la semaine suivante, ça sera pareil. Mais c'est vrai qu'au début, moi, mes premières années, honnêtement, j'ai considéré avec attention le sans kimono. On parlait de 2009, l'arrivée aux États-Unis, c'est à peu près ça. Hein. C'est exactement ça, 2009-2010. Jusqu'avant, je faisais que du kimono. Et il se trouve qu'en 2000, entre 2007 et 2009, j'étais ceinture marron et j'attaquais beaucoup les jambes, mais j'étais limité dans mon travail de jambes. Je faisais beaucoup de regular leg lock, le fameux knee bar dont parlent souvent mes camarades sur Mandal. Mais parle en français aussi. Que je salue ici. Clé de genou. Non, mais c'est parce que Sacha, il a un problème avec le mot Nibar et Mackenzie Dern dans la même phrase. Donc, mais je sais bien. J'ai bien compris le fil rouge, le running gag, tu sais. Ça me déprime. Mais si tu veux, donc moi, je faisais beaucoup en fait, de clés de genou dans l'axe. Et finalement, le no-gi m'a montré que je pouvais le faire différemment et a enrichi aussi mon jeu. Donc, moi, je peux considérer que c'est à partir de 2009-2010 que j'ai vraiment commencé à switcher complètement. Ok. Ouais. Et je suis super content. Je suis super content de l'avoir fait. Oui, de toute façon, c'est ça. Mais tu sais, après, moi, j'ai toujours été plus quelqu'un du no-gi, même si j'ai fait du kimono de la blanche à la noire, tu vois. On sait pourquoi. Pour la lessive. C'est chiant. Non, c'est parce que t'adores porter des leggings.
Arrête, je mettais pas de legging au début, tu sais, j'étais en short comme tout le monde. De toute façon, la mode du legging est arrivée un peu tardivement, hein, tu sais. C'est pas plus Attends, mal. je vais même te dire, Tu sais, la mode tu des sais quand est-ce flapettes, que elle j'ai arrivait commencé à mettre des tardivement et leggings? ça manque à personne. Hein. J'ai commencé à mettre des leggings quand je suis descendu à 77 kilos et que j'étais beau gosse. Ça t'est arrivé, ça? Sauf que, T'as des eh photos? ben, bien sûr, j'ai des photos, j'ai des photos. Donc 77 kilos, j'étais bien, je mettais des leggings et je me suis rendu compte à quel point c'était confortable quand tu tournes. C'est un truc. Non, mais je blague pas. T'as jamais quelqu'un qui vient, qui se Venez prend à Al tu sais, Fatim, qui vous faites t'écrase du le genou jiu-jitsu en avec le yoga short. pants. Mais je te jure, t'es bien, t'es bien. Et depuis, j'ai pas réussi à faire le switch inverse. Peut-être que je remettrai un short un jour, mais j'ai pas réussi à faire le switch inverse. Non, Je jamais. m'en fous de l'image que ça envoie. Plus les années passent, plus tu te couvres. T'as même des chaussettes maintenant. Non, arrête, C'est vrai. commence pas. S'il te plaît, on a dit C'est qu'on mon parlait pas côté des le grand chaussettes, bleu. pas du bandeau, on parle pas de tout ça. Ah, le bandeau, c'est que pour les vidéos, c'est pour tenir le micro. Ok, c'est une question de logistique. Et c'est un Américain, j'ai vu faire ça sur une vidéo technique, et je me suis dit, mais c'est pas con, parce que quand tu le mets au col, en fait, le micro il coupe quand tu frottes. Et Ouais, je donc sais. le mettre là, bah, ça te laisse plus de latitude. Je fais souvent les vidéos avec Léon Larmand et c'est une des galères qu'on a tout le temps. Mais oui, parce que en fait, dès que tu passes dessus, ça coupe. Bah, mettez un bandeau, les frérots. C'est Ah, mais moi, tu sais, je suis un grand fan de LeBron James et de Devin Booker, donc pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais oui. Et puis, je sais pas, au moins comme ça, tu sais, tu sais, quand il parle, c'est le mec avec le bandeau. Sinon, tu rentres du Brésil. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu décides de changer de vie, d'ouvrir ta salle, ou est-ce qu'il se passe un temps entre les deux? Non, il se passe un temps. Je rentre du Brésil 2009-2010. Je rétablis vraiment toute ma vie en France. Enfin, je me stabilise en fait, c'est plutôt ça. Je me stabilise ici. 2009. Et en fait, on décide de remonter l'association. À l'époque, c'était sous forme associative, où on donnait des cours de façon ponctuelle dans différents lieux. J'allais dire locations, dans différents lieux. Et, Il n'est jamais vraiment rentré. ouais. Et du coup, voilà, on se retrouve à donner des cours au Crous de Paris. On travaillait dans une salle dans le 14e. On a travaillé. J'avais trouvé une salle dans le 7e arrondissement, en bas de chez moi. On donnait des cours un peu partout. On a rapidement aussi trouvé des invalides où on a commencé à donner des cours aux invalides. Enfin voilà, c'était une ambiance très, tout ce que tu peux connaître, quoi, c'est-à-dire associative. On avait fait une sorte de BP très sommaire avec un tableau Excel de voilà combien me coûtent mes locations de salle, combien il me faut d'élèves pour pouvoir payer ça. Et puis on voulait juste s'entraîner, en fait, rien de plus. J'ai toujours expliqué que en fait, quand on a lancé la Gracie Bar à Paris à l'époque, on voulait mettre en place des conditions pour pouvoir s'entraîner et ensuite partir en compète. Voilà, c'était notre seul objectif. Et en fait, c'est bien plus tard, quand la Gracie Barra a commencé à nous dire, écoute, là, il est temps de stabiliser, de développer en fait les différentes académies. Il faut que vous ayez vos propres salles. Ils ont commencé à nous former, à comprendre en fait ce qu'ils appellent le jiu-jitsu entrepreneur, et pas juste en fait le fait d'être prof, avec une vision qui est, tu donneras pas des cours toute ta vie. À un moment donné, ton corps, il va aussi avoir besoin de débrayer un peu, donc il faut que tu puisses prendre un peu de recul et un peu de hauteur par rapport à ça. Donc le fait d'être un jiu-jitsu entrepreneur te permet de cumuler ce côté prof-coach, martial artiste qui est le combattant, et jiu-jitsu entrepreneur qui est le gérant de salle. Et derrière, on a commencé à réfléchir à l'ouverture des salles, et j'ai ouvert en fait physiquement 100% en fait notre première salle en 2017. Ok. Qui est donc la fameuse salle qu'on appelle le Gracie Bar à Paris HQ. On l'appelle le HQ, pas parce qu'elle est centrale, parce que dans le fond c'est la plus écartée, mais parce qu'en fait c'est la première salle qu'on a ouverte. C'est celle qui est à la Fourche, c'est ça? C'est celle qui est à la Fourche. Et ensuite, on a réparti donc de la Fourche place de Clichy. On a ouvert la deuxième salle pendant le Covid, parce que forcément pour ne rien arranger, il y a eu le Covid qui est arrivé. Mais nous, on a décidé de travailler sur une ouverture de salle en plein Covid. Je me souviens parce que j'ai travaillé avec Lutfi Ferra pour ouvrir cette salle. Et avec Lutfi, je lui disais, tu sais, en chinois, c'est le même kanji pour opportunité et effondrement. Donc, est-ce qu'on peut pas utiliser en fait l'effondrement actuel comme une opportunité pour pouvoir grandir et justement aller chercher des opportunités qu'on n'aurait pas eues s'il n'y avait pas eu le Covid. Sous-entendu, vu le tarif des loyers en ce moment et des salles, il y a peut-être un bon truc à faire. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on a ouvert la deuxième salle, 2020, et j'ai ouvert la troisième dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Et d'ailleurs, juste en face de moi, j'ai les cours de Sciences Po, tu vois, dans cette salle. Et on l'a ouverte en 2023. Et donc là, on respecte le rythme que moi, je m'étais fixé à l'époque. C'était une ouverture tous les 3 ans pour pouvoir quadriller l'ouest parisien et avoir une bonne vision de tout ça. Et maintenant, on est en réflexion sur se dire, est-ce que c'est le moment de densifier en proche banlieue pour nous, d'aller en province? J'ai des opportunités notamment, on peut en parler, mais j'ai des opportunités sur l'île. Moi, je rêve d'aller ouvrir à Biarritz. Il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Et du coup,
l'histoire, elle a commencé comme ça. Vraiment de façon associative, sur un coin de table avec un pauvre tableau Excel et en se disant bon, bah, moi, je voudrais combattre à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Pour ça, il faut des créneaux pour m'entraîner. Pour m'entraîner, il faut que j'ai des élèves pour pouvoir m'aider à payer les créneaux, pour que ça nous profite à tous. Et puis voilà. Ok. Et Seb, je crois que tu voulais poser. Enfin, Rolly, pardon. C'est moi qui vais faire cette erreur-là, c'est pas toi. Non, mais je sais, mais tu sais pourquoi? Parce que je vois son nom écrit là, c'est pour ça. Tu voulais poser une question d'ailleurs, je crois, sur les salles. Ouais, sur les salles, justement. Parce que actuellement, est-ce que tu vis pleinement du jiu-jitsu? Oui. En fait, moi, j'ai eu un métier, en fait, un travail pendant toutes ces années, jusqu'en 2020, jusqu'au Covid. En gros, moi, j'ai démarré ma carrière comme architecte. J'étais plus doué pour l'ingénierie et comment dire les calculs et tout le reste que par la façon créative pure et dure. J'ai jamais été un grand dessinateur. Voilà. J'estime que j'ai une plutôt bonne vision dans l'espace et mon jiu-jitsu me l'a montré, mais j'ai jamais été un grand créatif à pouvoir te sortir un crayon et te faire un super croquis pour un truc. Ensuite, j'ai eu une carrière qui s'est évoluée vers la gestion de métiers créatifs dans le monde de l'architecture pour une entreprise. Où en fait j'étais passé côté ressources humaines, justement pour pouvoir gérer des créatifs. Et c'est à ce moment-là que j'ai passé mon master en ressources humaines pour pouvoir compenser. Parce que je partais du principe que si je voulais gérer des RH, il fallait pas que je fasse ça au doigt mouillé, mais que je comprenne ce qui se passait. Donc j'ai cumulé mon métier de RH et tout ça. Et ensuite, j'ai été débauché par une structure qui montait en fait une entité encore une fois, une entité RH avec une notion recrutement, mais qui a vite évolué vers recrutement, training, mobilité et tout ça. Et je me suis retrouvé à gérer des profils créatifs, mais cette fois-ci dans le domaine du luxe, où j'ai travaillé pendant près d'une dizaine d'années, principalement pour LVMH. J'ai bossé pour Ferrari un peu, mais j'ai beaucoup bossé pour LVMH à cette époque-là. Notamment, j'ai passé plusieurs années chez Kenzo. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et il se trouve qu'à l'arrivée du Covid, j'avais des opportunités d'être réintégré complètement dans le groupe. Sur différentes strates et différentes marques. Je m'emmerdais un peu, pour le dire crûment, dans mon entreprise. Moi, j'étais en fait un des plus jeunes partenaires d'une boîte de conseil en strat. Et du coup, au bout d'un moment, je m'embêtais un peu. J'avais plus d'évolution possible, pas de trucs très excitants au quotidien. Le Covid n'a pas rendu le quotidien très excitant non plus. Donc, il s'est posé la question d'avoir une nouvelle vie pour retrouver un peu d'excitation. Voilà, tout bêtement. Et je voyais mes salles se développer, ma deuxième salle s'ouvrir. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire finalement si je m'investissais à 100%. C'est Sébastien de Marseille qui dit que quand on s'investit à 99%, c'est 100% de faux. Là, je me suis dit, il est temps de m'investir à 100%. Parce que mine de rien, c'était l'occasion de le faire. Et en m'investissant à 100%, c'est là que rapidement j'ai ouvert la troisième, qu'on a densifié le staff. Et donc c'est là que je suis passé full time en fait. Vraiment en Covid, j'ai pris mes clics, mes claques, un chèque, on va pas se mentir, ça a aidé. Et je suis parti comme ça. Ok. Ouais. Donc tu es un des seuls en France qui vit pleinement du jiu-jitsu en vrai. Je pas tant que ça. Hein. Pas. Je crois que Nico Régnier vit du jiu-jitsu. Nicolas Régnier. Olivier, Michael Esco, il doit vivre du jiu-jitsu aussi. Oui, je pense aussi, ouais. Ouais, mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Mais après, honnêtement, je veux pas être nombriliste parce que c'est pas du tout ça. C'est juste que je connais pas la situation administrative et économique de mes camarades, à part celle de Jarod. T'as vu, j'ai pas fait Thomas. Jarod, qui vit grassement grâce à son podcast, mais pas grâce à ses cours. J'aimerais bien. Heureusement que je fais des versements dans son Tipeee régulièrement pour l'aider. Non, blague à part, je connais pas du tout la situation des autres profs. C'est pas le fait qu'elle m'intéresse pas, c'est que j'ai déjà tellement de taf de mon côté. J'ai déjà bien assez à m'occuper de mes gars qui eux aussi sont pros d'ailleurs, parce que mon staff, eux aussi, ils vivent 100% du jiu-jitsu. Il faut savoir que j'ai une dizaine, 10-12 personnes qui bossent pour l'académie et qui eux aussi sont des pros et qui ne vivent que de ça. Ok. Oui. Ça rejoint l'idée du jiu-jitsu entrepreneur, encore une fois. Hein. Moi, je regrette encore un peu qu'ici, on ne voit pas la perspective de carrière et qu'on ne se dise pas qu'il y a des carrières à développer. Parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise à part entière avec ses besoins, son fonctionnement du quotidien. Il y a un type qui fait le ménage, il y a des réassorts de fournitures, il y a une comptable. Enfin, il y a toutes les fonctions et les problématiques d'une entreprise. Ça, c'est pas trop compliqué de gérer. Enfin, tu sais, parce que tu as énormément d'élèves.
Donc forcément, parce que si tu as 3 salles et tout ça, tu as plusieurs créneaux. En plus, la façon dont la Gracie Barra fonctionne, tu sais, tu sais, oui, toi tu le sais, mais GB1, GB2, Ouais, tu vois, enfin, par vous niveau. dissociez vachement les groupes et tout ça. Tu peux pas être partout. Donc je Non. pense que tu as des retours de chacun de tes profs, tu sais, mais enfin, Hum. une des problématiques, c'est les passages de grade. Enfin, tu sais, savoir qui est qui, le niveau de chacun, savoir, tu sais, de n'oublier jamais de personne. Tu sais, pour passer un grade. Moi, je vois, C'est pas j'ai le plus dur, ça. 60-70 élèves sur le tapis. C'est Ouais, pas le tu plus penses que c'est dur. quoi, enfin, c'est quoi qui te. Ça, c'est pas le plus dur parce que finalement, côté 60 élèves ou X milliers d'élèves, je vais pas entrer dans une guerre de chiffres. Je sais qu'il y a certains profs sur Paris qui adorent balancer des chiffres sur les réseaux sociaux et tout ça, je les laisserai faire. Mais que tu gères 60 ou 150 ou 2000, c'est pareil. Parce qu'en fait, dans le fond, c'est juste une question de répartition et de confiance par rapport aux profs qui donnent les cours. Moi, aujourd'hui, j'ai des réunions Oui, avec c'est les ça. profs qui donnent les cours. On fait des bilans ensemble. On évalue les élèves les uns après les autres. Moi, je me force à passer dans chacun des cours régulièrement pour pouvoir rencontrer tout le monde. Mais c'est aussi plus par convenance parce que je suis content de rencontrer les gens et je déteste en fait me balader quelque part et pas savoir comment le type s'appelle en face de moi. C'est plus ça. Tu te Mais dis, tu dis ça à un mec qui se souvient du prénom de personne, mais. ouais, mais je sais bien. Mais si tu veux, ça veut juste dire que je fais attention à ça. Mais derrière, moi, je compte sur le retour du staff de mon côté pour me dire, écoute, moi, dans mon groupe du matin, les gars, tel et tel, il mérite de prendre sa ceinture. Un tel, on va le faire attendre encore un peu. Un tel, il a des objectifs. On fait des bilans ensemble. Et puis derrière, le jour de la graduation, eh ben, on est tous ensemble. Donc ça déroule tout seul, en fait. Enfin, tu vois, la graduation, c'est pas le plus dur à gérer. Non, le plus dur au quotidien à gérer, c'est le staff, justement. C'est beaucoup de gens. Parce que tu n'es plus tout seul, qu'il faut avoir une bonne notion de communication, il faut que tu fasses passer de l'information, il faut que tu traites en fait des problématiques parfois qui vont de l'ordre de j'ai des toilettes bouchées sur Champéret jusqu'à une problématique beaucoup plus grave ailleurs. Et ça, il faut que tu sois capable de la gérer. Et ouais, il faut beaucoup déléguer, il faut avoir extrêmement confiance en son staff, ce qui est un sujet. Et puis, il faut être capable aussi de pouvoir manager ça en faisant des meetings, des réunions. On est formé à ça. On a un suivi de la part de la Gracie Barra qui nous encourage beaucoup à nous réunir, à encadrer le staff, à les former aussi, parce qu'ils sont formés tous les ans, justement pour bien comprendre des problématiques toutes bêtes sur quel verbe, enfin, j'allais dire quel wording, quel verbiage tenir par rapport à tenir à tel ou tel cours, comment encadrer tel ou tel type de population, des évolutions aussi assez simples du quotidien, même de la société. Parce que finalement, on n'est ni plus ni moins qu'une structure qui est à l'image d'une société actuelle, c'est-à-dire qu'elle évolue. Donc il faut que nous aussi, on soit capable d'évoluer et de comprendre un peu ses tenants et ses aboutissants. Mais pour le coup, pour moi, c'est pas le management des élèves le plus dur. C'est le management interne. En fait, quand tu es Ça a été une prof, chance. ouais, non, je disais quand tu es prof et tu passes du statut de prof à gestion entrepreneur, gestion d'académie, t'as pas forcément ce don pour le management. Moi, je sais que c'était un des sujets qu'on avait beaucoup quand j'étais en RH à l'époque, c'était est-ce que le management est une fin en soi pour tout le monde? En fait, pendant très très longtemps, on a considéré que dans le cadre de carrière, l'évolution des gens, c'était de devenir manager, directeur, est-ce que tu veux, et que derrière, on devait leur confier la responsabilité d'équipe. Sauf que tu as des gens qui sont incapables de manager, et c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est que c'est pas leur personnalité de le faire. Donc, est-ce que c'est vraiment une fin en soi de manager, ou est-ce qu'il n'y a pas forcément des rôles de spécialistes, des rôles de manager, etc. Moi, cette problématique, je la rencontre aujourd'hui. C'est est-ce qu'on est tous des managers? Pas forcément. Donc, il faut être capable, dans ces cas-là, de se dire aussi qu'on prend des aides, des gens qui vont nous aider à manager, des gens qui vont vous aider. Moi, par exemple, il y a des trucs sur lesquels je suis pas bon, c'est la gestion du quotidien, type, je ne peux pas t'expliquer, mais développer, c'est un truc qui m'amuse beaucoup. Gérer du quotidien, de la boîte qui fait la maintenance, et machin, ça m'éclate pas. Et ben, dans ce cas, il faut que tu sois capable d'avoir des personnes qui vont t'aider à le faire. Il faut juste te le dire, faut pas mettre de l'ego derrière ça. Ouais. Mais ça a été une force quand même de tomber sur la Gracie Barra tout de suite, en fait, finalement. Parce que tu aurais été dans une autre académie, beaucoup moins Je l'aurais jamais structurée, fait. parce qu'on va pas se mentir, la Gracie Barra, c'est peut-être l'académie la plus structurée, parce qu'elle a l'ancienneté, parce qu'il y a vraiment une recherche depuis le début de la Gracie Barra d'en faire un business, tu vois. Enfin, c'est très codifié, la Gracie Barra. Vous avez tous les mêmes kimonos, c'est tous les mêmes salles. Partout où tu vas dans le monde, la Gracie Barra, c'est la Gracie Barra. Et donc, il y a un accompagnement que tu n'as pas forcément enfin, business, on va dire, que tu n'as pas forcément dans les autres salles. Ça, c'est quand même quelque chose Est-ce que tu l'aurais fait de la même manière? Est-ce que tu aurais été au bout de tout ça, de ce projet-là, s'il n'y avait pas eu la Gracie Barra derrière? Non, absolument pas, absolument pas. Absolument pas pour plein de raisons. Déjà, moi, si je suis Gracie Barra depuis 2004, 2005. C'est pour une raison qui est assez simple, c'est que je n'oublierai jamais, et j'ai eu l'occasion de quitter l'académie plein de fois, où on m'a fait des propositions, des machins, il y a eu des splits, il y a eu plein de discussions. Moi, la question s'est jamais posée pour moi.
pour une raison qui est simple, c'est que quand je suis arrivé à l'époque, je me souviendrai toujours de mes premiers jours à la Gracie Barra avec Marcio Fetosa qui m'ouvre les portes de l'académie en me disant écoute, même si c'est un peu galère pour toi en ce moment, même si ça, bienvenue, entraîne-toi, t'es le bienvenu parmi nous. Et il m'a ouvert les bras en grand, il m'a ouvert les bras de l'académie et j'oublierai jamais en fait cet accueil à l'époque que j'ai eu, le soutien que j'ai eu de la part de l'académie et l'affection que j'ai eue à l'époque de la part de mes professeurs au Brésil et la façon dont ils m'ont traité. Et ça, pour moi, tu peux faire ce que tu veux, on peut me faire toutes les propositions financières du monde, ça changera rien. Je leur dois ça en retour. Pour moi, c'est très important, c'est-à-dire que on m'a bien traité à l'époque, on a fait attention à moi alors que j'étais rien. C'est pas maintenant que le système fonctionne et que tout va bien que je dois tourner le dos à quelqu'un. Donc c'est très important. Mais je suis aussi conscient que sans eux, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui en termes de jiu-jitsu, mais que ce soit techniquement, que ce soit en termes de prof et de pédagogie, mais aussi en termes de gestion. On a des formations, un encadrement et une gestion qui est hors du commun sur tout ça, et qui nous permet de pouvoir en fait penser, comprendre et avoir un temps d'avance en fait sur l'évolution. Tu vois, l'évolution sociétale qui est liée au système de genre et tout ça, nous, c'est des formations qu'on a eues dès 2020. On était déjà sur des problématiques de ça. C'est comment tu vas traiter tel ou tel problème, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça, comment tu peux aborder tel ou tel sujet, et c'est des choses qui sont très claires. Donc, si tu veux, c'est un point qui est vraiment valorisant pour nous. Après, tu parlais du kimono. Le kimono, pour nous, c'est un autre sujet. C'est une question d'organisation, c'est sûr. Parce qu'il y a une question d'organisation. C'est-à-dire que moi qui suis père, j'ai 2 enfants, je suis content quand je vais dans un environnement où je trouve que le truc est organisé et propre. C'est vrai que quand tu vois tous les gamins ou tous les adultes avec le kimono, la même couleur, le même logo, le truc bien propre, c'est rassurant. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait. C'est parce qu'il faut rassurer des gens qui ne viennent pas du jiu-jitsu. Et du coup, qui se disent, bon, qu'est-ce que c'est? C'est un sport de combat. Et comment on y va? Ah, bon, au moins c'est clean, ça a l'air bien organisé, ça donne confiance. Donc ça, c'est un sujet. Mais il y a aussi un sujet pour nous d'esprit d'équipe qui est très important. C'est-à-dire qu'on tient à ce qu'en fait les gens se sentent représentés par la même équipe, mais finalement, ça, on ne l'a pas inventé, puisque tu prends un club de foot, ils portent tous le même maillot. Tu vois, et les gens sont contents d'acheter. Moi qui achète mon maillot du Paris Saint-Germain 3 fois par an, je peux t'en parler. C'est-à-dire qu'on est content de les porter pour avoir ce sentiment d'appartenance. Et je pense que d'ailleurs, ce sentiment d'appartenance, il est renforcé par, alors je vais faire un peu de philosophie, mais par la mondialisation. Aujourd'hui, les gens sont un peu perdus par rapport à leur environnement parce qu'on leur vend un monde de plus en plus grand. Donc, tu as besoin de te raccrocher à des bannières, à des logos, à des choses qui te rassemblent, des tribus. Et le fait d'avoir ça, ça nous permet de pouvoir nous rassembler. Au même titre que moi, je me sens hyper fier de porter mon maillot du Paris Saint-Germain quand je vais au stade ou quand je me balade voir des gens. Tu vois, pour moi, c'est la même chose. Et il y a aussi un côté, et ça va peut-être te parler. Moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir un sponsoring avec Vanguard depuis des années. Vanguard Kimono fait des très très beaux kimonos à 500-600 balles. D'accord. Si on n'avait pas ce système de kimono, ça voudrait dire que moi, j'irais sur le tapis avec un kimono à 600 balles. Magnifique. Et que j'aurais peut-être mon gars qui habite dans le 18e, qui n'a pas beaucoup d'oseille, et qui viendrait avec son kimono Décathlon à 50 balles. Et ça crée des relations très étranges entre les gens. C'est-à-dire que tu vois bien tout le phénomène autour de Shoyoroll et autres. Tu as le kimono qui vient d'être droppé par Shoyoroll ou tu l'as pas. Et nous, ça, c'est un truc dont on a voulu se débarrasser très très vite. Parce qu'on ne voulait pas cette guerre de j'ai des Nike et pas toi. Et ça nous gênait beaucoup. Moi, ça me gênait énormément. Et d'ailleurs, mes kimonos, du coup, j'avais même tendance à ne pas vouloir les porter à cause de ça. Je me dis, mais en fait, je suis en train d'avoir un côté hyper arrogant sans le vouloir par rapport à quelqu'un, où il peut se sentir, en fait, mis en situation d'infériorité juste par le fait que je porte un kimono qui vaut peut-être 10 fois le prix du sien. Et ça, nous, on s'en est débarrassé très vite, on n'en voulait pas. Alors qu'on prône justement que sur le tapis, que du fils que du médecin jusqu'à l'étudiant, jusqu'au chômeur, en fait, on est tous une même équipe, on est tous sous la même bannière, effectivement. Il y a ta ceinture qui différencie. La seule différence que tu as entre les gens sur un tatami, c'est la ceinture. Oh, c'est intéressant. J'avais jamais pensé à ce point-là. En fait, on est tous devenus pro uniformes d'un coup. Bah, c'est parce que tu n'as pas de kimono Vanguard à 600 balles, c'est pour ça. C'est sûr. Il a un kimono Venom, tu l'as déjà vu en photo. Hein. Il a un kimono Venom qui le sort depuis. Ceinture, là. Cette photo-là, j'ai fait un screenshot, je l'ai gardé. La ceinture en cuir. Ah, qu'est-ce qu'on avait rigolé. N'empêche, quand on avait fait ça, j'avais franchement. Pour l'anecdote, en fait, j'avais pris Rolly en photo avec son kimono et je lui avais mis une ceinture civile en cuir en fait autour de la taille. Et on avait dit comme quoi je lui avais fait passer le grade. Donc magnifique. J'adore cette photo aussi. Ça fait partie de mes pépites. C'est à chaque fois que je te rendrai hommage. Seb, tu peux porter plainte, dire que t'en as marre qui te bully en permanence, notamment à l'antenne. Je règle ça en sparring après. Ok, bon.
Ah, je l'ai bien formé, j'avoue. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, parce que finalement, tu sais, tu parlais de la culture de la vanne tout à l'heure, parce que tu viens de banlieue, tu l'as dit tout à l'heure, tu viens du 94. Tous les Alors moi, deux, on est du je suis né à 93. Vitry-sur-Seine et j'ai grandi entre Choisy-le-Roi et Orly. Et je l'assume complètement. Voilà, et tu parlais de cet instinct, tu sais, de la vanne et tout ça. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on a grandi là-dedans et qu'on passe notre journée à se tailler. Enfin, toute personne qui nous côtoie tous les deux dans le privé, sait que on a fou rire sur fou rire, mais souvent soit parce qu'on taille quelqu'un, mais plus souvent parce qu'on se taille entre nous. Oui, Donc c'est comme ça. De toute façon, les gens le disent. Quand on est dans la même salle, tu sais, il y a une bulle autour de nous deux. Et puis voilà, pour rentrer dans cette bulle, c'est assez compliqué, tu vois. Donc on fait que ça, on se vanne tout le temps. C'est ça qui est drôle, c'est ça qu'on mais aime. c'est d'ailleurs une partie de la culture et de la richesse de la banlieue parisienne. Alors, je connais pas forcément les autres parce que moi, j'y ai pas grandi, mais qui, moi, me plaît beaucoup et dont je suis un peu nostalgique maintenant que j'y habite plus. S'il y a bien un truc, c'est ça, c'est la culture de la vanne et de l'instantanéité en fait des échanges. Exactement, et c'est pour ça qu'on fait les meilleurs stand-uppers. C'est vrai, c'est vrai, complètement. Donc voilà, et c'est vrai ce que tu dis, parce que quand tu te retrouves, et je le vis, parce que moi j'ai tendance, tu sais, à être un peu à la Bafi, tu sais, à envoyer des vannes, tu sais, à rebondir sur tout. Et c'est vrai qu'en fonction de l'environnement dans lequel tu es, il y a des fois où tu sens que ça grince un peu des dents, tu vois. Il y a Et des il y a endroits, des faut gens qui sont pas. pas habitués à ça. Ils aiment pas, hein, ils se crispent, hein, ils aiment pas du tout, ils comprennent pas les vannes. Faut pas faire. Moi, je me suis déjà retrouvé dans des situations compliquées à cause de ça. Donc, On avait dit aussi, on avait dit pas les parents. Donc c'est ça aussi le problème. alors, moi, tu peux y aller. Hein, Non mais pour le coup. tu m'avais raconté l'anecdote. Je la raconterai pas parce que c'est mais tu m'avais raconté cette anecdote. Là, je pense où tu avais eu le souci. Euh, petite question. Donc, compétition. Tu es encore Mhm. compétiteur. Et il y a un truc, c'est pas le fait que tu sois compétiteur parce que ça, bon, c'est normal, hein, toute personne qui pratique a fait ou fait encore de la compétition. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la fois où tu m'as expliqué à quel point tu pouvais décortiquer tes adversaires, les Mhm. analyser, avoir pris Flowgraph, c'est ton investissement en fait, Flowgraph, parce que tu calcules à la seconde la personne qui tire la garde, qui passe la garde, qui même renifle. Déjà que tous les deux avec Rolly, on va loin dans l'analyse, mais je crois que toi, tu es encore sur une autre sphère. Comment ça t'est venu ça? En fait, c'est tout bête. Moi, je suis un garde-pouleur. J'ai toujours été quelqu'un qui travaillait en garde. J'adore ça. C'est là où j'ai une vraie plus-value. Je ne jugerai pas le niveau de ma garde aujourd'hui. Certains l'estiment très, 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 très bonne. Certains, voilà. C'est un sujet où je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai gagné. J'ai pas besoin d'en dire plus. Euh, D'ailleurs, je crois que quand j'ai pris les France l'année dernière, c'est ce que j'ai fait principalement aussi. Mais je me suis rendu compte aussi que les mecs n'étaient pas complètement bêtes, notamment LBJF à un certain niveau. On se retrouve tous dans un petit cercle. Et ça veut dire que les gars, au bout d'un moment, ils commencent à se dire bon, bah, Julien, il n'est pas question que je lui laisse pouler la garde. Donc, je m'étais retrouvé face à des problématiques de compète où bah, j'arrivais plus à pouler et j'arrivais pas en fait à trouver des options complémentaires. Donc, Poulet, parce que c'est vrai que je lui sauter reproche la souvent garde. de parler anglais. C'est sauter la garde, tirer la garde. Ouais. Donc c'est s'asseoir. Qu'en fait, quand on est debout et qu'on va s'asseoir pour être dans un jeu de tireur de garde où, voilà, où on se retrouve en dessous, on commence en dessous en fait. Soit sauter la garde, soit tirer la garde. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à me dire, mais en fait, comment est-ce qu'ils font pour me contrer? Et en fait, c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, s'ils arrivent à me contrer, c'est parce qu'ils arrivent à changer les jambes. S'ils arrivent à changer les jambes, c'est parce qu'ils se positionnent de telle et telle façon. Ils arrivent à placer la main. Et j'ai commencé en fait à réfléchir au jeu qu'ils avaient développé pour contrer ma garde et m'empêcher en fait de monter dans cette situation-là, soit parce qu'ils s'asseyaient avant moi, soit parce qu'ils trouvaient une solution pour passer de côté. Et c'est là que j'ai commencé à regarder en fait exactement la position de leurs pieds et combien de temps ils mettaient en fait entre le temps où ils s'asseyaient et le temps où ils étaient debout et comment ils positionnaient leurs mains par rapport à moi. Et tout est venu de ça en fait. Comment je pouvais optimiser les premières secondes du combat que eux utilisaient pour essayer de me contrer, pour moi justement partir avant eux et être plus rapide. Mais c'est marrant parce que c'est encore un débat que j'ai eu quand j'ai fait mon débrief avec mon coach suite au World Master. C'est j'aurais pu être plus rapide sur une position si j'avais mieux calculé en fait l'angle. Et j'ai été un peu lent sur mon entrée, bref. Et ça, pour moi, c'est devenu très, très important, en fait. Ces données-là, elles me permettent de me dire, OK, il y a un laps de temps entre le moment où on se tape dans la main et le moment où, en fait, on va enclencher les premières actions, où si j'arrive à rentrer ma garde tout de suite, c'est terminé. Le combat, je l'embarque. J'ai pas de souci avec ça. Je sais très bien que je vais le prendre. Mais par contre, si j'arrive pas à rentrer concrètement là, je vais avoir un souci. Donc, comment est-ce que je peux étudier mon partenaire pour savoir quel pied rentre en premier, quelle main il va rentrer, comment est-ce qu'il va placer sa main dans mon col, quelles habitudes il a pour pouvoir le contrer.
Et tout est parti de ça. En fait, tous mes calculs, mes stratégies, savoir si j'ai un gaucher ou un droitier, savoir s'il a tendance à mettre une main en haut ou une main en bas, savoir s'il a tendance en fait à s'asseoir en premier ou à fake, parce qu'il y en a beaucoup qui fake aussi. Mhm. Et voilà. Et en fait, j'ai commencé à analyser en fait mes adversaires grâce à ça, en me disant, je veux pouvoir imposer mon jeu. Et pour imposer mon jeu, il faut que j'impose mon rythme. Pour imposer mon rythme, il faut que je sois capable d'avoir les bons grips et d'avoir les bonnes positions. Est-ce que tu te sers de cette faculté au service de tes élèves, mais Oui. pas cette fois-ci pour gagner un combat, mais pour les faire progresser. Enfin, moi, juste pour remettre le contexte, c'est que moi, par exemple, je vais pas coacher X et Y de la même manière. C'est-à-dire que on a une base commune, mais par contre, on sait qu'en fonction du gabarit de ton élève, en fonction de ce qu'il sait faire, en fonction de s'il est plus ou moins souple et tout ça, tu vas adapter et corriger. Mais pour ça, faut arriver à l'analyser. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu utilises dans la vie de tous les jours? Ah, mais complètement, parce que le coaching, il doit être individualisé. Aucune personne ne combat de la même façon. La pire des choses dans le coaching et dans l'apprentissage, c'est la reproduction. Parce que la reproduction, ça sous-entend que tu fais des choses mécaniques sans les comprendre. Donc, par conséquent, à partir du moment où tu encourages tes élèves et les différentes personnes de l'académie à avoir leur propre système de réflexion et à comprendre plutôt que de reproduire, tu te doutes bien qu'il y a des variantes pour chacun d'entre eux. Donc, ça veut dire que chacun d'entre eux va avoir une spécificité, au-delà même de la spécificité physique, mais dans la spécificité d'apprentissage et de compréhension. Donc, tu dois aussi adapter ton coaching et forcément adapter tes conseils. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et c'est ce qui t'aide, parce que là, on va faire la transition. Tu as le côté coach, mais tu as aussi le côté podcasteur. Oui. Donc, tu as été sur RMC. Aujourd'hui, tu es sur Mandal. Tu as aussi commenté des événements et tout ça. Donc, forcément, tu parles des combats. Tu dois, comme nous, tu les analyses, tu les décortiques. Donc, déjà, comment t'es venu au podcast? Déjà, qu'est-ce qui t'a amené au podcast? Et les premières opportunités. Et, Attends, et voilà comment j'ai tu une vis ta question vie de avant. podcasteur. Vas-y. J'ai une question Ouais, avant vas-y. parce que les podcasts qu'ils traitent, c'est essentiellement du MMA. Et Oui. justement, ça a été quoi la passerelle entre le jiu-jitsu et le MMA? Le Parce que tu grappling. as quand même une sacrée culture en MMA. Et là, on parle que de jiu-jitsu. Donc j'ai l'impression que tu as pratiqué que du jiu-jitsu. Le grappling. Alors moi, déjà, pour la petite info, j'ai passé les premiers tests en MMA en 2000. Attends, j'étais déjà en Californie. On a fait les tests pour, à l'époque, le Bellator. Ça devait être, je sais plus si c'était le Bellator ou une organisation locale, mais c'était 2008 de mémoire. 2007-2008. Ou peut-être ouais, entrée 2009. Donc j'avais déjà eu des premières approches en MMA. Il faut savoir que moi, quand j'étais au Brésil en 2005, je m'entraînais en jiu-jitsu avec l'équipe de MMA. C'est-à-dire que je m'entraînais le matin, parce que j'avais, en fait, pour faire courte, mais à la Gracie Barra en 2005, si tu n'étais pas ceinture violette ou compétiteur vraiment reconnu, tu n'avais pas accès aux cours compètes. Donc tu ne pouvais faire que les cours du matin, 14h et 18h. Donc je faisais les cours du matin avec Charo Pignot et Marcelinho. Et tous les matins, tu avais Pechumbo, Petpano, Chimou et toute l'équipe de MMA, qui était assez forte à l'époque, Babalou, qui venait s'entraîner. En kimono d'ailleurs, souvent. Et qui reprenait ensuite la suite des activités avec Gordo le reste de la journée ou avec le maître. Et donc, en fait, moi, j'ai eu une première expérience de MMA très forte avec eux parce que je m'entraînais avec eux au quotidien. Donc, on avait toutes les spécificités du MMA en jiu-jitsu. Pourquoi est-ce que je ne vais pas forcément passer une garde alors que forcément en jiu-jitsu je vais le faire, mais en MMA j'ai pas besoin, etc. Et de fil en aiguille, moi, quand j'étais en pleine carrière, l'évolution naturelle du jiu-jitsu, c'est le MMA. Tout le monde te disait de toute façon, si tu veux faire de l'argent, il n'y a pas de secret, t'en feras pas en jiu-jitsu, oublie. Donc, tu vas aller en MMA prendre des ronds en fait dans les orgas. Donc, ils nous poussaient tous à passer nos tests, à aller faire les examens, à aller rencontrer les différentes orgas. Voilà, moi, j'ai grandi sur les tatamis avec Neman Gracie, avec tous ces gars-là. Et sauf que moi, je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi, que j'adorais en fait m'entraîner, j'adorais entraîner les autres, j'adorais combattre, mais que j'avais pas forcément envie de prendre des coups de mitaine pleine tête. Et que ça me réussissait pas des masses. C'est que j'ai eu l'humilité de me dire que c'était pas fait pour moi. Et en plus, j'avais eu un exemple très concret à côté de moi, qui était Nino Chembri. Et voir Nino, ça m'a vraiment découragé. Voir un génie tel que Nino, qui était une idole pour moi, et le voir se faire démonter dans une cage parce qu'en fait, son jiu-jitsu ne pouvait pas s'adapter au MMA, ça m'a bien montré que tu pouvais être le meilleur jiu-jitsuka du monde, tu n'étais pas forcément le meilleur combattant. Et je voyais des mecs bidons à l'entraînement parce que moi, Chimou, je le soumettais tous les matins alors que j'étais jeune ceinture bleue. Et pourtant, en MMA, il avait une très très belle carrière. Donc ça m'a montré un truc. C'est pas parce que tu es le meilleur en MMA que tu es le meilleur en jiu-jitsu, c'est pas parce que tu es le meilleur en jiu-jitsu que tu feras un bon combattant. Et que c'est deux disciplines différentes. L'une peut se nourrir de l'autre, mais elles sont différentes. Et en fait, moi, je suis venu au podcast complètement par hasard parce qu'un jour, j'ai été appelé par RMC pour faire un débrief de la DCC. Oui, je m'en souviens.
Il voulait faire un débrief de la DCC, c'était la première fois qu'il voulait faire ça. Et il savait que moi, c'était un domaine que j'avais bien, on avait des contacts en commun, donc ils m'ont demandé de venir faire un débrief de la DCC. Et en fait, c'est parti comme ça. J'ai fait mon premier débrief de la DCC, on a fait une super émission qui a hyper bien marché, en plus, alors que forcément, c'était pas dans leur target à l'origine, mais les gens ont bien aimé. Donc du coup, ils m'ont rappelé de façon régulière pour faire différents podcasts qui avaient à l'origine très à des combats de MMA, mais très portés sur le sol, quand il y avait des intervenants qui étaient très liés au sol. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à en faire un peu plus. Et puis je me suis retrouvé sur notamment l'interview de Cédric Doumbé à l'époque, qui avait fait un carton. On avait interviewé Cédric avec Alexandre Herbinet et ça avait hyper bien marché parce qu'en plus, on avait réussi à amener Cédric sur parler de sport et pas de polémique et qui s'était ouvert à nous de façon hyper sympa et qu'on avait fait une super interview. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à commencer à commenter. Et puis de fil en aiguille, après j'ai été appelé sur RMC. Et puis à l'époque, voilà, c'est Jonathan en fait qui m'avait proposé aussi de les rejoindre sur tous ces trucs-là. Et donc via Jonathan, via Alexandre Herbinet, je me suis retrouvé d'RMC à Winamax. Et puis ça a commencé comme ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je suis amené maintenant à commenter. Par exemple, je vais commenter l'Hexagone samedi prochain. Ah, c'est bien ça. Donc voilà, et ça s'est vraiment fait de façon purement empirique. Avec l'origine, c'était le sol. Et il se trouve que moi, je connaissais aussi pas mal de combattants parce que je les ai pas mal croisés, ou j'ai combattu avec eux, ou voilà, où on a des amis en commun, donc on s'est souvent recroisés. Donc ça fait beaucoup marrer Sacha quand je lui parle de Dorigno, quand je lui parle de ces mecs-là, parce que c'est vrai que je les ai croisés et qu'on a eu l'occasion de s'entraîner ensemble. Donc j'avais des anecdotes, j'avais des choses comme ça, et ça nourrit le podcast. Mais moi après, je suis très porté plus sur l'analyse technique, parce que c'est plus ma spécialité en fait. C'est-à-dire que je suis assez peu là pour juger l'environnement, dans la mesure où c'est un truc sur lequel je suis un peu moins sensible. Mais par contre, je vais être capable de rentrer sur de l'analyse technique pure et dure et de la compréhension en fait de game plan et de choses qui sont beaucoup plus factuelles. Et ça, c'est un truc qui me plaît parce que c'est ma culture aussi. Et c'est des choses sur lesquelles je suis assez confortable. Ouais, non, je suis d'accord. Tu parlais d'ailleurs des gens que tu connais. C'est vrai que ton carnet d'adresses est incroyablement long. Non, mais c'est une réalité. C'est des gens que tu as rencontrés comment parce que... Ouais. Non, mais après, oui, c'est vrai qu'on finit par connaître du monde au bout d'un moment. Enfin, tu vois, nous trois, on connaît du monde. Mais c'est vrai que tu as cette faculté quand même à avoir des connexions, que ça soit aux États-Unis, au Brésil, que peu ont aussi. Tu vois, c'est le fait d'y avoir passé dans tous les domaines. C'est le fait d'y avoir passé beaucoup de temps, en fait. Dans le fond, tu sais, je sais pas, quand tu te retrouves, tu regardais cette semaine, par exemple, aux États-Unis, moi, j'y étais pas, mais la semaine où j'y étais, tu avais Neyman qui s'entraînait pour préparer son Bellator, il était là. À la Meraki, je me suis retrouvé avec pas mal de gens aussi qui venaient s'entraîner pour préparer des combats. Enfin, tu croises, en fait, dans ces académies-là, beaucoup de monde, en fait. Et comme tu es ceinture noire, tu te retrouves forcément sur les entraînements où eux sont. Donc, tu vas te retrouver à faire de la préparation avec eux, tu vas te retrouver à travailler sur des randonnées spécifiques. Et j'ai la chance de parler français, anglais, portugais et tout ça. Donc, du coup, ça crée des liens, ça crée forcément des rapprochements. Et petit à petit, tu commences à créer des liens avec eux, puis tu commences à échanger, tu restes assez proche. Et quand ils passent à Paris, ils viennent te voir parce que forcément, ils adorent venir en vacances ici pour amener leurs femmes, leurs enfants et autres. Donc, tu vois, c'est comme ça que j'ai rencontré Rafael Dos Anjos à l'époque. Enfin, ça crée des histoires assez marrantes. Oui, puis t'es pas sauvage. Enfin, tu vois, tu prends le temps aussi de prendre des nouvelles des gens, de leur poser des questions, d'avoir des contacts avec eux aussi. Enfin, tu vois, tout ce que je ne suis pas. Tu entretiens Moi, je des pense aux relations. gens, mais j'écris pas. Non, je t'avoue qu'après, il y a des fois aussi, on est tous aspirés par le quotidien et on n'envoie pas des messages toutes les semaines pour savoir qui va comment et comment ça se passe. Mais tu vois, quand je me baladais au World Master là récemment ou dans d'autres lieux, j'ai eu l'occasion de revoir des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Et en fait, c'est comme si on s'était vu hier et puis on a repassé 2 heures à discuter ensemble et c'était super. Et tu vois, on a aussi cette faculté. On est tous conscients du fait de nos vies respectives qu'on ne peut pas prendre des nouvelles de chacun d'entre nous toutes les semaines. Mais par contre, on est content de se retrouver ensemble. On a partagé des moments sur le tapis. Et ça, il n'y a pas de secret. Les moments que tu passes sur le tapis avec les gens, tu les vois tels qu'ils sont. Donc, quand tu crées des relations avec eux, tu crées des relations qui sont quand même relativement vraies et qui sont relativement authentiques. Donc, ça veut dire que derrière, tu es capable de pouvoir aussi créer des relations durables avec eux. Ouais, non, je suis d'accord. Bah, ça, par contre, c'est vrai qu'on le vit tous. Enfin, tu sais, sur toutes les compétitions, des gens que t'as pas vus. En fait, c'est toujours, en plus, pourquoi on aime autant les compétitions en soi, c'est parce que justement, ça nous permet de revoir les gens qu'on ne voit pas d'habitude, en fait, et de recréer des liens, comme sur les open mat, comme, tu sais, en fait, c'est un peu l'occasion de pouvoir se voir. Tu sais, c'est un peu comme la cousinade, où une fois par an, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Ah, mais c'est complètement ça. Même, tu es content en fait de recroiser les gens, de les voir et de partager du temps avec eux. Ouais.
Et d'ailleurs, tu parlais de tout ça, de partir aux États-Unis, de faire du podcast, de donner tes cours, de gérer 3 académies. Moi, ma question, qui est pas que ma question, je pense que c'est la question de tout le monde, c'est comment tu tiens ce rythme? Tu dors quand? Parce que moi, déjà, je dors pas beaucoup, mais je fais pas autant de trucs que toi. Mais tu dors quand? Tu te dopes? Tu as des perfusions de café? Non, mais quand je dis tu te dopes, c'est du dopage légal. Dopage au café, à la shawanga. Tu sais. Arrête, Comment tu t'organises? C'est une discussion que j'ai eue Que avec tu mon gères ta staff, vie de famille aussi, tu sais, avec ça. Enfin, que je veux dire, parce que c'est ça, ma grosse problématique avec tout ça, c'est que il y a un moment, enfin, tu sais, il faut donner du temps à tout le monde. Comment tu arrives à t'organiser pour tout ça, quoi? Je dors peu. Et ça, c'est pas bien, parce que c'est pas forcément super pour ta santé. Mais c'est vrai que je dors pas beaucoup, que je consomme un nombre de façon totalement irrationnelle de cappuccino et de matcha latte toute la journée. Le dopage. C'est ça, c'est le dopage au matcha latte, je suis d'accord avec toi. Sachant qu'en plus, comme ça répondra à ta question, mais sachant que moi je suis végétarien, donc ça aide pas. Tout comme non, moi. c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de sacrifices, c'est peu de sommeil. C'est pas forcément toujours assez de temps passé à certains endroits comme tu l'aimerais. J'aimerais avoir un peu plus de temps, tu sais, dans certains cas, pour passer 3 jours à Euro Disney avec mes gosses, tu vois, par exemple. Et c'est vrai que je l'ai pas assez. Voilà, c'est plein de choses comme ça, mais c'est aussi beaucoup de passion et d'envie de faire ça. Donc finalement, ça compense beaucoup. Il y a des matins quand tu te lèves à 6h30, ou enfin 6h plutôt me concernant, pour aller donner ton cours à 7h, t'as pas forcément envie de te lever. Mais tu penses aussi que il faut que le travail y soit fait. Il y a une sorte de notion de mission qui s'instaure où tu te dis les gars ils m'attendent, en fait je peux pas me permettre de pas être là, donc il faut que je sois là. C'est comme pour les compètes, t'as pas envie forcément toujours de passer ton samedi ton dimanche, mais en même temps tu te dis les gars ils m'attendent, voilà, je dois y aller, donc j'ai des filles, des gars qui combattent et je suis content d'être là pour eux, donc ça me fait plaisir. Et puis il y a des notions de plaisir parce qu'encore une fois, enfin tu le sais mieux que moi, mais enregistrer un podcast, c'est beaucoup de kiff aussi. Enfin, moi, j'aime bien faire ça. C'est un truc où je m'amuse beaucoup. Et faut pas l'occulter non plus. On a la chance, en fait, de travailler dans des environnements qui sont quand même hyper plaisants, hyper fun. Je monte pas des boulons dans une usine à 7h le matin, en 3-8. Donc, je me permets pas de me plaindre par rapport à ça. Et je suis juste, j'essaie de kiffer, en fait, le maximum. Et puis, je sais aussi qu'après, il y a des curseurs qui se répartissent. C'est-à-dire que ma carrière de combattant, elle est de plus en plus réduite. Même si j'ai fait une grosse saison l'année dernière, parce que l'année dernière, je crois que je fais 46-47 combats sur l'année. Tu vois, cette année, depuis janvier, j'ai fait 3 combats. Donc, il y a aussi un moment donné où la réduction de certains éléments va faire grandir d'autres et autres. Et puis pour les académies, tu apprends à déléguer. Ce qui n'est pas mon fort aujourd'hui, mais j'apprends. Donc voilà. Ouais, mais c'est un peu pareil. Moi, j'ai un peu du mal à déléguer aussi, hein. C'est pour ça que c'est compliqué. J'essaye aussi, petit à petit, tu vois, mais c'est pas évident. Rolly te le dira. Si Rolly m'a appelé Jarod, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, je voulais tout faire moi-même, en fait. Donc cumuler les métiers, donc Jarod le caméléon, tu vois. Non, c'est ça l'origine du truc. Donc ouais. Bon, Par après, contre, moi, j'aimerais bien. Je vois pas trop en quoi Rolly ressemble à Mrs. Parker, mais ça, c'est une vraie question. Rase-lui la barbe, tu comprendras. Ok. Ça va rester entre nous alors. Non, mais c'est vrai. Après, là où je te rejoins, c'est vrai que c'est plus facile de se lever quand tu fais quelque chose qui te plaît. Nous, malheureusement, on vit pas de tout ça, hein, loin de là, même très loin de là. Tu vois, ni de mes cours, ni de nos cours, parce que Rolly aussi donne des cours de MMA maintenant depuis la fin de saison dernière, je crois. Tu t'es remis à donner des cours fin de saison, ouais. Et ni du podcast, encore moins du podcast que d'ailleurs. Mais c'est vrai que d'en arriver là, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que tu as plus de facilité, comme on dit, hein. Le jour où ton métier, où ton métier n'est pas ton métier, enfin, comment dire, c'est ta où tu passion. travailles dans ce qui te plaît, voilà, où c'est ta passion et tu travailles dans ce qui te plaît, tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie. En fait, c'est un peu ça. C'est vraiment ça, quand tu kiffes ton job. Mais rassurez-vous, hein, si je pouvais me lever tous les jours à 10h, je le ferais. Hein. J'adorerais me lever un peu plus tard le matin. Un jour, tu sais, d'ailleurs, tu sais, c'est dans l'évolution des choses, hein, tu sais, tu construis les jalons pour que ça puisse être le cas un jour. C'est que les gens prennent finalement la relève et que toi tu puisses être un peu plus en retrait, quoi. Ah, mais complètement. L'idée, c'est de les faire grandir et que moi, petit à petit, je puisse prendre du recul par rapport à tout ça. Mais après, malgré tout, moi, j'ai ce côté où j'aime être sur le tapis. Donc,
Si tu veux, c'est toujours ça aussi, c'est le partage. J'ai quelqu'un qui m'est très proche et que j'embrasse, qui me dit toujours que je suis dans l'abus. Mais c'est vrai que parfois, oui, c'est un peu ça. C'est que moi, j'aime être sur le tapis, j'aime être présent, j'aime être sur le terrain. Et j'ai toujours considéré la gestion d'une équipe de jiu-jitsu comme la gestion d'une armée, entre guillemets, même si je sais pas si le terme est bien choisi. Mais c'est-à-dire que pour que tes soldats en fait, te reconnaissent une certaine légitimité, il faut que le général il soit sur le terrain avec eux. Donc moi, j'aime être sur le terrain avec eux et j'aime leur montrer qu'en fait, il faut qu'on fasse et pas juste qu'on donne des conseils comme ça, quoi. Tiens, pour se faire une idée, tu donnes combien de cours par semaine? Collectif ou individuel? Collectif, d'abord. Alors, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quand même, hein. Répartis sur les 3 salles. Ouais. Et c'est pour ça le mollet qu'il a en vélo. Enfin, tu gères que les confirmés ou même les cours débutants, etc. t'en donnes? Non, moi j'aime bien donner des cours débutants si tu entends mettre le nez dans mes cours débutants parce qu'en fait sinon quand tes mecs arrivent confirmés, je les connais pas. Ouais, ok. Et en fait, c'est un truc que j'aime bien aussi, c'est que moi, j'aime bien donner du temps à tout le monde, si tu veux, et être là pour tous. Donc, je veux pouvoir aussi voir certains de mes débutants, les voir évoluer, voir un peu comment ils sont. J'ai besoin de corriger certains détails techniques pour qu'ils soient bien clean quand j'arrive, quand je les récupère. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça. Ok. Et les cours privés, t'en as beaucoup? Sensiblement. Assez. Assez. Sensiblement. Et après, c'est une notion, comment t'expliquer, je fais pas de démarchage sur mes cours privés. C'est-à-dire que je fais pas de communication. Je vais pas voir quelqu'un en disant, tu sais, je donne des cours privés, ça t'intéresse. Je l'ai jamais fait. C'est que des gens qui ont des demandes spécifiques qui viennent me voir et qui ont besoin de choses très spécifiques et du coup qui ont besoin de moi. Et ça, je suis très content de pouvoir les aider et de leur apporter quelque chose. C'est que des gens qui ont des métiers à côté qui peuvent pas se permettre de se retrouver tout le temps en collectif parce qu'ils ont des difficultés par rapport à du temps ou quoi que ce soit. Mais j'ai jamais fait de propagande et je considère absolument pas mon environnement de cours collectif comme un vivier de cours privé. C'est-à-dire que je fais aucune offre en fait à mes élèves. Et s'il faut que je passe 20 minutes à la fin d'un cours pour te donner un conseil en plus et corriger une position, je te donnerai pas un cours privé, je resterai 20 minutes. Oui. Tu vois, C'est comme tout passionné en vrai. Dans le jiu-jitsu, c'est très courant en vrai, on va pas se mentir. parce que je connais trop de personnes aussi qui sont dans une optique de si tu veux un peu plus, je te montre le strict minimum et si tu veux un peu plus, ben prends-moi un cours. Ça pour moi c'est pas concevable en fait. Je le considère pas du tout comme ça. Parce que ça voudrait dire que je bâcle mon boulot d'un côté et à terme ça serait négatif pour l'ensemble de l'académie. Je suis d'accord avec toi. Julien, dans 10 ans, ça donne quoi? Écoute, j'en ai strictement aucune idée. Je vais te dire la vérité. Parce que Julien, il y a 10 ans, c'était totalement autre chose. Je pensais pas faire du jiu-jitsu. Enfin, en 10 ans, on était en 2014. Je pensais pas être à full time comme je suis aujourd'hui. Julien, il y a 20 ans, ses rêves, ils étaient complètement différents aussi. Et dans 10 ans. Je voulais être danseur. Alors ça, s'il y a bien un truc que je ne voulais pas, que je ne pouvais pas être, c'est danseur. Alors, j'ai dit que j'étais pas super créatif avec un stylo, mais alors en danse, c'est une catastrophe. Je pense qu'il y a 2 domaines dans lesquels il se balaye tout seul, le pauvre. C'est la danse et le chant. C'est pour ça qu'à l'époque, j'ai aidé à monter des stages et des baptêmes de capoeira, mais je ne l'ai jamais fait. Parce que s'il y a bien 2 domaines dans lesquels je suis vraiment mais une pine, c'est bien ça. Non, dans 10 ans, écoute, je sais pas, je peux pas te répondre concrètement. Peut-être que je ferai encore plus de médias, un petit peu moins de cours parce que je serai un peu fatigué. Est-ce que je serai retraité? Je pense pas. Parce que je pense que je serai toujours amené à combattre et je tiens à combattre. Ça me manque quand je le fais pas. Et j'ai besoin en fait de cette adrénaline et j'ai besoin de ce quotidien, enfin de ces compétitions pour pouvoir continuer à m'entraîner correctement. Maintenant, la répartition entre est-ce que j'aurai 10 académies à ce moment-là ou est-ce que j'en aurai toujours 3 ou 4? Est-ce que je ferai des commentaires tous les week-ends ou est-ce que je ferai juste un podcast? Je peux pas te répondre, j'en ai pas la moindre idée. Et je réfléchis pas en fait en termes de ça. J'espère juste continuer à m'amuser. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu as un sujet que tu voudrais aborder, n'importe quoi?
Non, moi j'ai pas de sujet particulier. Tu sais, en ce moment, enfin, ce qui est drôle, c'est que en fait, je te dis ça, alors qu'on passe notre temps à échanger des vocaux et à parler de plein de choses. Donc C'est vrai. c'est surtout ça, c'est qu'à force d'échanger beaucoup, j'ai pas de sujet précis. Moi, tu vois, là, je suis en pleine rentrée scolaire. On va pas tarder à aller accueillir les gamins pour les cours kids du jour. C'est un sujet à part entière et en soi. Non, moi, à la limite, je voudrais juste profiter un peu de la tribune que j'ai aujourd'hui avec vous. C'est pour vous demander, et vous, dans 10 ans, ça donnerait quoi? Non, parce que vous vous Écoute, je sais intéressez aux pas. combattants, vous vous intéressez, alors tu nous parles beaucoup de ta femme, tu nous parles beaucoup de ta relation extra-conjugale avec Seb, mais dans le fond, vous deux dans 10 ans, qu'est-ce que ça donne? Tu sais, je sais même pas ce que je vais faire dans 10 jours. Donc, Dans 10 heures, non, même. mais non, dans l'idéal de l'idéal. Dans Ouais, l'idéal de l'idéal, je vis du podcast, des médias, par exemple, dans les sports de combat. Parce que donner des cours, c'est bien, tu l'as dit. Soit tu ouvres des académies et à terme, tu peux avoir du monde qui va prendre ta place et tu peux te prendre du recul, c'est-à-dire parce que tu l'as dit toi-même, que tu fatigues et tu peux pas donner des cours toute ta vie. Puis ça te prend énormément de temps en même temps, et du temps et de l'énergie. Et tu sens avec le poids des années que c'est de plus en plus dur. Mais il faut rester dans ce monde parce que c'est un monde qui nous passionne depuis toujours. Tu vois, moi, j'ai mis mon premier pied sur un tapis à 6 ans, j'en ai 38 et je suis toujours autant passionné par les sports de combat, les arts martiaux, quels qu'ils soient, tu vois. Je prends autant de plaisir à faire un MMA quiz que de faire un podcast, que de faire n'importe quoi, ou même que de juste discuter avec quelqu'un, tu vois, des sports de combat. Donc, si dans 10 ans, je peux être à 100% à continuer à donner mes cours parce que je suis un prof dans l'âme et j'aime cette relation avec mes élèves, mais pas forcément corrélée avec de l'argent, mais juste être sur le tapis avec mes élèves, partager, découvrir les gens, leur apporter quelque chose. C'est un vrai kiff. Mais ouais, plus le côté médiatique, ouais. Apporter encore l'œil, l'expertise, s'amuser en fait, parce qu'on s'amuse, tu l'as dit tout à l'heure. Tu vois, là, on prend du bon temps. Et en fait, j'adore ça. J'adore préparer mes podcasts. J'adore les dérouler. J'adore rencontrer des gens à travers des podcasts. D'où aussi l'idée de faire des interviews, quoi. ouais, je comprends. Après, ça dépend à quel podcast. Hein. Il y a certaines analyses, on ne prend pas beaucoup de plaisir. Elles sont Ouais. compliquées à faire. Ça, c'est une super question. Est-ce qu'il y a une analyse ou un combat qui a été ces derniers temps plus pénible à faire que d'autres? Attends, de mémoire. Un truc où vous vous êtes dit, putain, c'est vraiment une purge à faire. Comment est-ce que je vais Attends. analyser ce truc-là? Parce que je sais pas comment je vais le hyper. Ah, il y en a Ça beaucoup. arrive Hein. tellement, ça arrive tellement souvent. Il y en a beaucoup. En tout cas pour nous, tu vois, il y a vraiment des analyses. Attends, je reprends un peu les analyses qu'il y a eu. Ah, il y en a pas mal. Hein. Même qu'on n'a pas faites parce que justement, on devait les faire, mais c'était trop pénible. Shevchenko grâce aux 3. Oh, on l'a pas fait. Ouais, par exemple, tu vois, j'ai une de mes élèves qui me dit, mais attends, et le common event? J'ai dit, mais attends, j'ai déjà du mal à faire O'Malley Dvalishvili. Non, j'ai kiffé le faire. Mais tu sais, le côté Merab, en fait, à analyser, en fait, c'est pas ça. Si Simple à on analyser, décorrèle Merab. un nom, en fait, si on décorèle un nom, voilà. Est-ce que c'est intéressant d'analyser un combattant? Quand tu as un combattant qui fait toujours la même chose, tu sais, qui d'un combat à l'autre, en fait, tu regardes un round, tu regardes 200, c'est la même chose. À analyser, c'est pas fou, tu vois. Moi, j'aime bien un mec qui va t'apporter un truc différent des autres. Tu vois, un Merab, tu peux le retrouver, tu peux retrouver le profil chez d'autres combattants, à peu près. Tu vois, sur ce qu'il va te proposer en boxe, le fait de shooter en single leg, il va pas t'apporter un truc particulier. Un O'Malley, par exemple, t'apporte plus de variété. C'est déjà un peu plus intéressant, tu vois. Mais sinon, un combat laborieux à analyser. Ah, quand je regarde un petit, voilà, Pereira Hill, par exemple, tu vois, dans les derniers. Ouais. Pereira Hill à analyser, bon, c'était pas non plus extraordinaire. Spivak qui boit. Oh là là. Spivak Tiboura, ben on le fait pas. Tu vois, très Non, mais il y clairement, on a le fait pas pas. aussi de. Moi, je l'ai fait. Hein. Attention, de je dis Paulo ça parce que Costa. moi, je l'ai fait. Non, mais on l'a pas analysé. Mais Paulo Costa, ouais, tu vois, analyser Costa aujourd'hui, tu me dis, il faut que j'analyse Costa, c'est compliqué. Tu vois, on va le squeezer. Ouais, je comprends. Je comprends, il y a des combattants qui sont quand même moins fun à analyser, parce que finalement, en termes de data, tu fais vite le tour. Quoi. Ils sont très monodiscipline, et à l'arrivée, tu n'as pas grand-chose à dire dessus, et tu meubles beaucoup. Et ça, je vous rejoins, c'est un des sujets, nous, sur Mandal et sur d'autres podcasts. C'est bon, comment est-ce qu'on va hyper le combat derrière? Parce que tu te rends compte que finalement, bah, il n'y a pas grand-chose à dire. Quoi. Tu sais très bien qu'il ne va rien se passer au sol, et le combat il va être monodimensionnel, donc totalement unidimensionnel du début à la fin. Donc, ouais. Et Rolly, tu nous as pas dit, toi, dans 10 ans, tu te vois où? Moi, j'en ai aucune idée. Marié Je me avec suis toi? jamais projeté dans ma vie.
Je vis On aujourd'hui. t'adore. Carpe diem. Je vis aujourd'hui. Carpe diem. Oh putain, tu sais pas, il l'a tatoué sur l'omoplate. C'est beau. C'est beau, dans ces conditions, c'est très beau. Ah non, c'est vrai. Quand tu peux, c'est un stoïcisme. En fait, il est dans le stoïcisme. Hein. C'est vraiment Exactement. ça. Écoute. Attends, déjà, vous avez fait un step-up monstrueux sur les podcasts à travers les années, parce que moi qui vous suis et qui vous écoute beaucoup, que ce soit en termes de lumière, en termes de vidéo, en termes de son, là, on est passé sur de... À quand le podcast sur Netflix? Écoute, faut demander à Big John ça pour les droits, parce que c'est lui qui a des connexions avec Netflix. Laissez-le là où il est au buffet en train de manger. Bon, on arrive presque à la fin du podcast, qui était super agréable. On avait prévu 2 heures, on fait 1h30. Ça, c'était le temps que tu règles tes problèmes techniques. Bon, ça, c'est pas de notre faute. J'ai une petite question à te poser, une avant-dernière, on va dire. C'est est-ce qu'il y a une phrase qui te caractérise ou que tu voudrais graver dans le marbre, une citation que tu laisserais? Tu vois, vraiment, c'est quelque chose ou une phrase qui t'anime, tu vois, depuis toujours. Soit tu l'as, soit tu l'inventes, soit tu la découvres aujourd'hui avec nous. Non, moi, on m'a déjà posé cette question par le passé, et il y a une phrase que je sors toujours, que moi je trouve très, très intéressante, parce que c'est un peu à l'image de l'image collective en fait, que moi j'essaie de dégager de notre discipline, notre sport et de nos différents succès, mais aussi de nos différents échecs. C'est quand on dit qu'ensemble on est une goutte d'eau, mais tous ensemble on est un océan. Seul on est une goutte d'eau, tous ensemble on est un océan. Et en fait, pour moi, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir en fait quelconque succès ou quelconque réussite seul. Ça passe forcément par un environnement, ça passe forcément par des gens qui t'entourent, ça passe forcément par un groupe. Et que le fait d'en avoir conscience te permet aussi de comprendre que tu dois t'entourer en fait, et tu dois avoir les bonnes personnes autour de toi. Et tu dois rassembler, en fait, fédérer au lieu d'essayer de diviser. Attends, fédérer au lieu, ça a coupé, pardon, excuse-moi. Au lieu de diviser. Au lieu de diviser. Donc pour ça, Ok. c'est ça, la phrase, c'est seul on est une goutte d'eau, ensemble on est un océan. Et c'est exactement ça. C'est beau. Ouais, c'est un peu la version plus poétique de seul, on va plus loin, mais attends, non, c'est comment déjà putain, la phrase? Oh putain, je vais te dire ça, mais en fait, je l'ai perdu. Seul on va plus vite, mais seul on ensemble, va plus vite et ensemble on va plus loin. C'est ça. Exactement. Je pensais que tu allais me sortir un truc genre tous ensemble, tu sais, un truc, un chant de supporter. Non, parce que je suis pas dans le foot, moi, je peux pas te sortir des trucs comme ça, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Quelqu'un qui aime pas le foot, c'est pas possible. C'est pas possible. Le foot, c'est la vie. Tu peux pas comprendre. J'ai pas dit que j'aimais pas le foot. J'ai aimé le foot, enfin entre guillemets, tu vois. J'aime bien jouer, j'aime bien regarder un T'es à match. Saint-Ouen. Tu détestes le foot. Mais bon. T'as le Red Star à côté de Non. toi. Qu'est-ce que tu fous? Ouais, vas-y, Red Star, c'est devenu une usine à bobos. Ils sont tous là, ils vont Red Star juste pour boire des bières et acheter des casquettes Red Star, c'est tout. Tu vois, c'est un peu c'est un nouveau meeting, tu vois, tu prends comment dire, l'espèce de nouvelle station F là qu'ils ont fait à Saint-Ouen, la communale où tu fais le Red Star, tu vois, c'est les mêmes têtes. C'est les nouveaux arrivants de Saint-Ouen, c'est pas les vrais. Moi, ce que je kiffe, tu vois, tu parles du Red Star chez mes beaux-parents, il y a une photo de la grand-mère de ma femme. Donc, qui est dans la tribune, on y vient, qui est dans la tribune, donc cette photo magnifique en noir et blanc, c'est la seule femme au milieu du groupe d'hommes, tu sais, et dans cette tribune du Red Star. Ça, pour moi, c'est le vrai Red Star, c'est les ouvriers, c'est les gens du peuple. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que toi, les gens comme toi ont fui la tribune que tu as laissé les autres s'installer. La nature a peur du vide, elle s'est remplie par quelque chose d'autre. Hein. Tu sais, vous êtes aussi coupable qu'eux en y allant pas. Hein. Dit-il. C'est parce qu'ils augmentent le prix des tarifs aussi. Ils ont comblé le vide par des euros, c'est juste ça. C'est pour te dire, c'est que moi j'aime tellement le foot, et ça c'est un vrai problème. Tu sais, moi j'ai un truc que je dis toujours à l'académie, je ne parle pas politique, je ne parle pas religion, je ne parle pas dopage. C'est des sujets sur lesquels je n'aborde pas. Par contre, je parle foot. Ça me crée déjà bien assez de problèmes comme ça. Et j'aime tellement le foot que même aux États-Unis, j'ai fini par aller voir un match des Los Angeles FC. Je sais, j'ai vu tes stories, bien sûr. Je me suis dit, le mec, il a tous les sports américains à disposition, il a fallu qu'il aille voir du foot. Bon, t'as été voir du baseball aussi. Ouais, mais le foot, c'est la vie. D'ailleurs, on en parle de ton LAIA que t'as fait là. J'ai rigolé. C'est vraiment, tu sais, comme quand tu fais loser, tu sais pas quelle main mettre, tu sais pour que ça soit dans le bon sens. Non, le foot, c'est la vie. Non, mais c'est parce que.
Ouais, non, non, mais après, c'est vrai que ça crée des émotions. Hein. Tu sais, un des moments de ma vie dont je me souviens et qui a été marquant, c'est Coupe du Monde 98. J'étais chez ma grand-mère avec ma sœur et on a vécu ça. On a ouvert les fenêtres, on a hurlé, tu vois. Voilà, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais je sais pas, le côté justement sport business qui est en train de s'accentuer de plus en plus me dérange en fait. Tu vois, c'est-à-dire que c'est le sport populaire qui n'est plus populaire en fait. Après, je t'avoue que moi, je suis resté très enfant par rapport à ça et très spectateur et très même supporter. Donc, du coup, je me vois encore péter des télés et crier dans un stade. Donc, voilà. Ouais, c'est peut-être ça. Après, le truc, c'est que les matchs, c'est pendant les entraînements et tu vois, entre une guillotine et un passement de jambe, j'ai fait mon choix. Ça se respecte. C'est comme ça. Dernière question. Est-ce que tu as une ou plusieurs recommandations de gens que tu trouves super et que nos auditeurs adoreraient, que tu pourrais nous donner, des gens qu'on pourrait inviter dans le podcast et qui pourraient avoir un parcours assez intéressant. Enfin, tu vois, vraiment des gens, voilà, des gens qui seraient nos prochains invités, par exemple. Jiu-jitsu, MMA ou peu importe? Peu importe. Peu importe. Alors, tu sais quoi? Et on vous le dit, bah, comme c'est la première, on va le dire à tout le monde. En vrai, peu importe, ça peut même être en dehors du monde du jiu-jitsu. Ça peut être, tu sais, comme le médecin là qui est souvent invité par Nicolas Régnier. Ça peut être n'importe quoi du moment que tu sais, il y a un parcours. Bah, il y a des gars en fait que tu pourrais inviter. Moi, j'adore Chris Savoca. Chris, ça pourrait être quelqu'un de très intéressant à interviewer parce qu'il a un parcours très atypique et c'est quelqu'un aussi qui a un gros vécu et tout le reste. Donc Chris, c'est un super mec. Tu pourrais interviewer Aldric Cassata. Je pense qu'Aldric, il pourrait te meubler plus d'un podcast si tu voulais parce que c'est quelqu'un qui a vraiment un énorme vécu derrière, qui connaît le jiu-jitsu depuis ses débuts et tout le reste. Donc c'est hyper intéressant, tu vois, c'est des gens comme ça que moi j'aimerais bien en fait avoir, déjà pour sortir un peu du centrisme parisiano-parisien, et ensuite parce que derrière ce sont des gens qui ont une énorme expérience. Alors Aldric qui est quand même reconnu parce qu'aujourd'hui il est dans une situation où il peut l'être, mais je pense que par exemple Chris il l'est pas assez. Il y a peu de gens qui connaissent Chris, alors peut-être maintenant un peu plus parce que son nom apparaît de plus en plus avec Benoît, mais c'est vrai que jusqu'à présent tu voyais pas beaucoup Chris. Tu vois, tu as des gars comme ça, en fait, je pense, qui méritent d'être connus et que t'es content, à qui tu es content de passer du temps et à qui tu es content de discuter. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ok, ça fait déjà deux petites recos. C'est déjà intéressant. En fait, l'idée c'est de ce podcast aussi, enfin de cette interview, c'est de faire des ponts en fait. Tu vois, d'essayer de. Alors nous, on a des personnes en tête. Hein. Je sais, bon, je lui ai pas dit peut-être parce qu'il nous écoute, donc il le découvrira peut-être avec cet épisode. Mais Anthony Rea, ça fait très longtemps, par exemple, qu'il nous écoute. Et ça, on avait discuté sur les réseaux et on s'était dit qu'un jour il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc on pourrait profiter de ça. Mais le but c'est ça, c'est déjà de faire découvrir des gens qui ont été qui font ou qui ont fait, tu sais, les grandes heures de nos disciplines déjà pour commencer, qui ont de bonnes anecdotes, qui ont un parcours de vie, tu sais, et puis faire des ponts avec d'autres personnes quoi. Vraiment essayer de renforcer cette communauté et de faire découvrir un peu les gens plus personnellement, on va dire. Tu sais aussi. De sortir de l'interview qu'on voit partout, quoi. Tu vois, un mec comme Zach, que toi, tu as bien connu, Zach, ça pourrait être aussi hyper intéressant pour vous, je pense, parce que Zach, il a connu Jiu-Jitsu en France depuis ses débuts. Enfin, tu as plein de gens comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais, Zach, moi, j'adorerais avoir Zach. Tu l'entends pas assez dans les podcasts. Bon, je sais qu'après, il a une vie très dense et beaucoup de choses à faire. Mais Zach, je suis sûr qu'il a plein de choses à raconter. Zakaria Arabe, le head coach de la Z-Team, bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, tu vois, c'est quand je le croise en compète. J'aime bien parler avec lui, c'est quelqu'un de sympa, qui est posé, et sur lequel, voilà, moi je le vois depuis ses débuts, je l'ai vu faire des clés de bras à la volée au Big à l'époque, donc Zach, moi, je le connais depuis bientôt 15 ans maintenant parce que c'est mon coach. Hein. Mais oui, effectivement, un vrai passionné, un mec qui lui, le côté business du jiu-jitsu, il s'en fout complètement. Lui, c'est vraiment son kiff, c'est même d'être. Tu parlais tout à l'heure de continuer à donner une technique sur le bord du tapis. Lui, c'est son quotidien. C'est-à-dire que si le gardien il le sort pas à coup de pied dans le cul, il va montrer des techniques en fait à des élèves pendant des heures. En fait, c'est vraiment un passionné. Il décortique. Des techniques comme tu sais les frères Mendes, tu sais qui passent des heures tous les deux assis sur leur canapé à décortiquer des techniques. Zach c'est un peu le même truc avec Karim aussi de la Z-Team aussi, c'est la même chose. Donc ouais, non c'est vrai que ça serait un profil aussi super intéressant et qui a une vie en dehors du jiu-jitsu. Enfin tu vois qui peut apporter et puis il a plein d'anecdotes. Il a vraiment beaucoup d'anecdotes. Donc ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée aussi. C'est une bonne idée.
Bon, bah écoute, c'est cool. Merci Julien Casier et Jules Cafetown d'avoir été ce premier interviewé par Tatami Connexion. C'est vraiment un grand plaisir de t'avoir eu. Quel honneur. Donc c'est vraiment cool. J'ai essuyé les plâtres et tout le reste. Je suis ravi d'avoir participé à ça avec vous. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais on avait pris beaucoup de plaisir à faire ensemble l'UFC 100 et à débriefer ça. Donc, il faudra vraiment d'ailleurs qu'on arrive à appeler nos camarades du Café Crème aussi pour remettre ça, parce que moi, à l'époque, je m'étais vraiment marré à ce qu'on bosse tous ensemble. Et c'est vrai que c'est ce qui est très cool en fait dans la communauté des podcasteurs francophones et français, que ce soit Arnaud du Guillotine Podcast, on a parlé du Café Crème Sport et tous ces gens-là, c'est qu'en fait il y a une vraie belle entente en fait et des vrais échanges qui se font entre nous. Et je trouve que c'est vraiment chouette qu'on arrive à bosser régulièrement ensemble et à faire ce genre de cross meeting, et ça c'est très cool. Donc ravi d'avoir pu faire ça avec vous et très content, et je vous souhaite plein de bonnes choses pour les prochains épisodes. Et moi je continuerai à vous écouter religieusement 1 à 2 fois par semaine. D'ailleurs j'ai fini il y a 2 heures la dernière analyse de Merab contre Malais, donc voilà. Et moi je continuerai à vous troller dans les chats de Mandal. Tu peux, vas-y, tu peux y aller, parce qu'en plus moi je les lis, il y a des fois je te jure qu'on pleure, malheureusement on peut pas tout lire parce qu'il y a des trucs qui sont incroyables, mais c'est vrai qu'on pleure de rire devant certains commentaires. Mais bien sûr, mais c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Franchement, parce que vous aussi, vous êtes un bon public pour ça. Donc c'est cool. C'est ça que j'aime dans Mandal, c'est le côté, c'est un peu comme nous, quoi. C'est le côté professionnel, mais à la fois où tu vas venir t'amuser, quoi. Donc ça, c'est bien, en détente. Exactement. En tout cas, merci Rolly, merci Julien. Comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Ça et ça. T'es super. On t'adore. Ah, ça, c'est un format, tu sais, quand je l'ai pensé cet été, j'ai kiffé. Tu sais, quand je me suis dit ça, je me suis dit, c'est vraiment le truc, tu sais, un peu comme dans Deadpool. Tu sais, le mec, tu sais, qui est vraiment en train de faire des cœurs à tout le monde, j'adore. Je kiffe. C'est la patte Ryan Reynolds, on va dire, dans le podcast. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut Julien. Salut. Ça va plus tard.